Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Bonnes Ondes, une émission pour les aidantes et les aidants qui se déplacent dans les territoires, réalisée en public. La version que vous allez entendre est celle du montage de l'émission pour qu'elle puisse se retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et la retrouver quand vous voulez, où vous voulez. Vous n'étiez pas là pour l'enregistrement en public, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver toute l'ambiance de l'émission. Les changements de plateau, parce qu'il y a eu beaucoup d'invités, les pauses musicales, bon, je vous les ai très raccourcies. Et puis, vous allez pouvoir sentir aussi toute la tension du public qui était très à l'écoute ce jour-là. Donc, voici le podcast de la première émission Les Bonnes Ondes. Et ça commençait comme ça. Quand on parle des aidants, on parle souvent d'isolement, d'épuisement. C'est un rôle qui est le plus souvent décrit comme allant de soi, naturel et qui par conséquent fait partie d'un parcours de vie. Savez-vous qu'aujourd'hui, on estime entre 8 et 11 millions d'aidants en France? En Nouvelle-Aquitaine, ils sont 6 millions. Demain, plus d'une personne sur 6 deviendra aidante. Habiter en ruralité cumule souvent les difficultés, l'habitat dispersé, l'accès aux informations centralisées dans les villes et quelquefois le modèle traditionnel qui incite à faire face sans demander de l'aide, sans penser à soi, parce qu'il faut d'abord penser à celle ou celui qui a besoin de nous. Et pourtant, quand on rencontre des aidants qui ont franchi le pas de se retrouver, de s'autoriser à prendre du répit, d'aller vers des professionnels qui les accompagnent, on entend alors fraternité, entraide, coopération. Des mots qui révèlent l'interdépendance qui existe entre un système médico-social, avec le lien qui unit l'aidant et l'aidé, et avec tous les possibles qui gravitent autour. La famille, les amis, les associations, les groupes de parole, les initiatives de répit, les ajustements dans la relation aidant-aidé. Alors avec l'émission Les Bonnes Ondes, c'est dans cette direction que j'ai envie de vous amener et d'oser les danses, comme dirait Jean Bouisson. Alors pendant une heure, ensemble, nous allons d'abord évoquer ce qui existe sur ce territoire à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, entre Podinsac, Cadillac, Prégnac, Omette, Landiras et j'en passe. Bref, sur le territoire de la bien nommée Communauté de communes Convergence Garonne. Et puis parce qu'on ne devient pas aidant du jour au lendemain et que tant de choses autour de soi se modifient, on a eu envie d'aborder un sujet, une réalité qui se révèle dès que le titre d'aidant est assumé. La relation avec son proche, avec ses proches, ne sont plus les mêmes. Alors, comment s'adapter? Comment les vivre? Devant le micro vont se succéder plein d'invités, tous différents que ce soit de par leur domaine d'intervention, mais aussi à travers le soutien qu'ils proposent. Ils sont aidants, experts, professionnels de santé, responsables d'associations. Une heure avec eux et vous en aurez plein le cœur et les oreilles, car ils sont riches de propositions éclairantes. Et si notre première escale est ici à Podinsac, ce n'est bien sûr pas dû au hasard. Je vous ai donc parlé du territoire de la communauté de communes Convergence Garonne. Et il est vrai qu'en termes de lutte contre l'isolement des personnes âgées et des aidants, le pôle d'accompagnement citoyen propose des livraisons de repas à domicile, des portages de livres, des sorties et des vacances seniors, et puis une action destinée aux aidants plus particulièrement qui s'appelle le Bartage, nous en reparlerons tout à l'heure. Certes, nous sommes sur un territoire qui compte 27 communes, mais aujourd'hui, focus sur Podinsac parce que ce n'est pas une ville comme les autres. Elle fait partie des villes qu'on nomme ville aidante Alzheimer. Je vous laisse écouter l'interview de Yann Ferté, jeune conseiller municipal de Podinsac, qui a œuvré pour ce projet. Les bonnes ondes, c'est parti. Bonjour, moi c'est Yann Ferté, j'ai 26 ans et je suis conseiller municipal à Podinsac, donc travaille des sujets de jeunesse, transition écologique, communication, participation citoyenne et aussi de la citoyenneté. Et j'habite sur Podinsac depuis, je pense que j'ai 5 ans. Donc voilà, et j'alterne aussi actuellement parce que je travaille à Paris. Dans ma famille, j'étais très proche de ma mémé et au final qui a eu la maladie d'Alzheimer. Donc de fil en aiguille, moi je me suis renseigné sur la maladie, j'ai connu France Alzheimer parce que j'ai fait des dons à titre personnel et c'est vrai que quand je suis arrivé en tant que conseiller municipal, j'avais un autre regard sur tout ce que les associations pouvaient porter ou proposer aux collectivités et il s'avère que France Alzheimer proposait d'accompagner des villes en tant que ville aidante Alzheimer. Donc je crois que ça a été ma première action à Podinsac. J'ai commencé à en parler autour de moi, de mes collègues élus. J'ai dit, ce serait bien qu'on devienne France ville, enfin, qu'on soit, voilà, Podinsac ville aidante Alzheimer.
Et on m'a dit oui, pourquoi pas, rapproche-toi de Maryse Fortinon, c'est ce que j'ai fait et elle m'a aidé, oui. Une fois qu'on avait signé la charte Ville aidante Alzheimer, c'est vrai qu'on a été reçu par l'EHPAD, enfin, c'était l'EHPAD avant, et on parlait justement de ce futur lieu ouvert, pourquoi pas accueillir des personnes en situation d'Alzheimer ou simplement des aidants. Et donc maintenant, avec la reconstruction du bâtiment et la refonte un peu de l'organisation, ça se met vraiment en place. Donc c'est encore une satisfaction à ce niveau-là. Voilà, donc je me tourne vers vous, Maryse. Vous avez vécu le projet avec Yann. Du coup, après avoir signé la charte Ville aidante Alzheimer de Podinsac, qu'est-ce qui s'est mis en place concrètement? Effectivement, on a essayé de concrétiser pour faire le mieux l'aide aux aidants et éventuellement on s'est rapproché de la maison de retraite de l'EHPAD de Podinsac. On a rencontré, avec l'aide de Madame Lissard Martine, qui est présidente de Alzheimer Gironde, on a donc rencontré Pauline Labadie, qui fait le lien entre l'association France Gironde et l'EHPAD. Et on a pu mettre en place des réunions de parole qui se font dans les locaux du CCAS de Podinsac une fois par mois, mais je vais la laisser développer son projet qui, je pense, est bien structuré depuis 2 ans. On en attaque la 3e année parce que disons que la commune a signé la charte en mai 2021. L'année d'après, nous avons fait une symbolique, c'est-à-dire la commune a offert un arbre pour, disons, mémoriser la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, que nous avons planté cet arbre donc au parc Chavat. Vous pouvez aller vous promener, vous trouverez l'arbre avec une plaque qui mémorise l'événement. Et nous avons fait aussi, entre-temps, un film débat dont Pauline vous parlera, au cinéma de Cadillac. Ma vie démente, hein, c'est ça? Voilà. Ouais. La ville, voilà. Mm. Et nous avons fait aussi une après-midi senior avec, dans le style thé dansant, tout en réunissant l'EHPAD, bien sûr, avec les personnes qui voulaient venir. Ça a été un succès. Voilà, donc ça continue. Je sais que maintenant il va y avoir ce tiers-lieu avec l'EHPAD de Podinsac, qui est maintenant l'espace. Et dans ce tiers-lieu, je pense que l'on pourra, avec le CCAS et les autres communes de la communauté des communes, faire des actions, faire des événements, parce que le nouveau directeur, M. Marla, est très ouvert à ce projet. Et la commune, effectivement, par rapport à ça, tous les ans renouvelle sa lettre d'engagement pour que l'EHPAD devienne un lieu où tout le monde peut aller, où tout le monde y trouve son compte et faire un lieu très agréable et enlever toutes les idées préconçues d'une EHPAD. Voilà. Donc ça, on va essayer avec Pauline de continuer l'action. Et je suis très contente. Tout va bien. Bon, Voilà. merci beaucoup, Maryse. Oui. Formidable, vous n'avez pas parlé trop longtemps, c'était concis. Voilà. Super. J'ai essayé. Donc, à côté de vous, en face de moi, donc celle qui restera certainement le plus longtemps sur le plateau, j'espère que vous le savez, ça, Pauline. Vous êtes experte à la fois auprès des personnes âgées en perte d'autonomie et souffrant de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, mais aussi très concernée par les aidants. Alors, Pauline Labadie, ma première question, c'est, surprise, comment vous vous définiriez ? Alors, la différence entre se définir et se présenter, je ne la connais pas vraiment. J'ai plusieurs casquettes. Ma casquette principale, c'est celle de psychologue clinicienne, que j'exerce depuis bientôt 15 ans, où je travaille principalement en EHPAD, en maison de retraite, auprès de personnes âgées, présentant des troubles cognitifs, une perte d'autonomie. J'accompagne également les proches aidants, mais aussi les équipes soignantes qui accompagnent ces personnes au quotidien.
Alors vous disiez aussi experte. Oui, je suis experte en tant que psychologue, mais ma connaissance théorique ne pourra jamais remplacer l'expérience personnelle que vit chaque aidant et qui pour moi m'enrichit dans ma pratique au travers de la rencontre chaque jour. Voilà. Bon, merci. En tout cas, c'est une belle approche, Pauline. Vous êtes référente Alzheimer sur le territoire. Et dans ce cadre, vous proposez des groupes de parole et des formations. De quel constat vous êtes partie pour proposer ces actions de soutien pour les aidants ? Alors, le constat, c'était les aidants ont souvent un vécu d'isolement face à la maladie de leurs proches. Ils ont souvent l'impression d'être seuls à vivre ça. Ce qu'on propose dans ces groupes, c'est de partager tous ensemble. Le fait d'entendre le vécu d'autres personnes permet souvent de dédramatiser les situations, de rompre l'isolement en partageant justement leur vécu avec des personnes concernées qui, elles, vont comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, les problématiques évoquées et sans jugement. Voilà. Oui, c'est important. Effectivement. L'idée, c'est aussi de partager des pistes de solutions, des outils. Par exemple, le fait d'entendre certaines personnes dire face à cette situation-là, moi, j'ai réagi de cette façon ou j'ai mis en place ça. Voilà, ça permet de mieux saisir cette information que si moi, psychologue, toute seule, je la donnerais. Oui. Donc, notre constat, c'était celui-là, le fait du besoin des aidants de se rencontrer et de partager tous ensemble. Donc, effectivement, suite à la signature du partenariat avec France Alzheimer Gironde, à la signature de la charte Ville aidante Alzheimer avec l'association France Alzheimer Gironde, il y a eu un premier temps qu'on appelle une formation des aidants qui a été mise en place. Alors, une formation des aidants de France Alzheimer, le but en fait de ces formations, c'est d'apporter des informations sur la maladie d'Alzheimer, en proposant aussi des outils concrets pour comprendre la personne malade et adapter l'accompagnement de l'aidant au quotidien. Cette formation, pardon Pauline, excusez-moi de vous couper, cette formation, elle se fait en plusieurs fois, en plusieurs journées qui se suivent ou c'est toutes les semaines, tous les mois ? Alors c'est une formation de 14 heures au total, qui est répartie sur 5 séances. Voilà, donc en général, on en fait une par semaine, donc ça dure sur plusieurs mois. Donc on a pu faire ça dans les locaux du CCAS. Voilà, c'est comme ça que le premier partenariat s'est fait. Où du coup, alors c'est une formation qu'on anime en binôme avec donc, un psychologue, moi-même, et un bénévole de l'association. Dans l'association France Alzheimer Gironde, toutes les actions se font en binôme. Voilà. Et c'est vrai que c'est très, très important et ça apporte beaucoup dans la collaboration et dans les échanges. Alors, dans cette formation, donc, dans les thématiques, par exemple, qui sont abordées, il y a connaître la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que communiquer et comprendre de son proche. On a un module sur l'accompagnement au quotidien face aux problèmes précis rencontrés, sur les aides possibles qu'il existe, à la fois aide humaine, aide financière, donc on fait un point sur justement les acteurs locaux, les associations qui existent, et il y a un module également sur les limites du maintien à domicile et sur quand envisager l'entrée en établissement. Voilà, donc on a commencé avec cette formation et suite à cette formation, en fait, les gens partagent tellement de choses très personnelles. Souvent, il y a cette envie de pouvoir poursuivre les échanges à la fin de la formation. Et suite à ça, c'est là où on a mis en place du coup un groupe de parole pour que ces échanges puissent se poursuivre en le proposant à d'autres personnes qui n'ont pas participé à cette formation. D'où l'idée d'un groupe de parole France Alzheimer. D'accord. Et ça concerne, c'est pour ça que je fais le parallèle un peu avec le partage. Du coup, ces groupes de parole, c'est des personnes qui accompagnent une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Voilà, tout à fait, c'est ça. D'accord. C'est ce public-là, donc peu importe le lien avec la personne, mais voilà, c'est le fait d'être en position. Ça peut être un conjoint, un enfant. Tout à fait. Même quelqu'un qui est à distance mais qui souhaite avoir de l'information peut venir aussi à ces groupes qui sont gratuits. Qui se réunissent effectivement une fois par semaine sur Pau-d'Insac. Alors c'est un jeudi matin de 9h30 à 11h30. Il faut juste anticiper, nous prévenir, c'est pour les gens qui souhaitent venir voir si ça les intéresse. Et donc c'est un groupe de parole gratuit. Pour les gens qui participent régulièrement, on demande une participation à l'adhésion à l'association France Alzheimer Gironde. D'accord. Donc ça se réalise encore aujourd'hui, Pauline ?
Tout à fait. Ça existe depuis D'accord. septembre Depuis 2022. Oui, on commence la 3e année, là. Voilà. Donc, depuis D'accord. septembre 2022, tous les mois, on se réunit. Voilà, Certaines le personnes jeudi qui sont matin. ici ont l'habitude d'y participer. Voilà. Et le but, en fait, voilà, il n'y a pas de thématique préétablie. Chacun vient partager ce qu'il a envie de dire avec les autres. On peut aussi ne pas parler, juste là pour être écouté. Il n'y a pas d'obligation. C'est un libre-échange Tout à entre fait. tous les participants. C'est ça. D'accord. Et vous, avec votre regard, quelquefois, Pauline, peut-être de pouvoir expliquer, analyser, donner quelquefois des conseils? C'est ça, pour faire les le aidants. lien entre la situation à la maison qui pose problème, faire le lien avec qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la maladie, des troubles, et puis proposer des actions alternatives pour que ça se passe mieux. Voilà. Et souvent, cette compréhension fait que les dents arrivent à s'adapter et à vivre plus sereinement la situation. D'accord. Donc ça, c'est dans le cadre de France Alzheimer. Pauline, il y a encore des éléments que vous proposez sur le territoire de Podensac là-dessus? Alors, actuellement, non, mais il y a des réflexions en cours sur peut-être de nouvelles actions. Voilà, mais rien n'est pour l'instant défini. Voilà. Mais je pense que déjà d'arriver à pérenniser ce groupe-là me paraît quelque chose d'important. Voilà. En sachant qu'il y en a aussi sur le secteur de Coudreau. Voilà. D'accord, qui voilà, repose c'est ça. sur le même principe, Tout à fait. formation et groupe de parole. Voilà. Oui, voilà. Oui, Quand on a signé, on était la première ville à Podensac du Sud Gironde à signer. Et ensuite, Léognan est venu nous retrouver, Créan est venu nous retrouver. Et c'est parti à partir de là. On a vu plein de communes, aussi bien sur Montesquieu que l'Entre-deux-Mers, sont mis à signer cette charte. Cette charte. Alors pour la commune, c'est simplement une cotisation annuelle. Et après, pour les personnes individuelles, je crois que c'est dans les 30 € la cotisation annuelle. 34 €, oui. Ouais, voilà. Et du coup, moi, ma question, c'est comment vous touchez ces aidants? Comment ces aidants viennent vers vous? Est-ce qu'il y a une communication particulière par la municipalité? Comment ça se déroule? Alors, ce qui se fait, c'est par le biais du CCAS. Il y a des personnes qui viennent. Après, c'est du bouche à oreille. C'est des personnes que l'on connaît. Nous, les élus, on connaît les familles. On les côtoie pour d'autres événements. Et à ce moment-là, on voit, on échange. Et à ce moment-là, on oriente soit vers... effectivement, les réunions de parole, si vraiment la personne est intéressée, ou bien à l'EHPAD, au service de Pauline, Pauline prend en charge, et on a des couples sur Podensac qui se sont rendus compte que de recevoir des malades sur la journée, ça, Pauline, je ne sais pas si vous en avez parlé. Voilà. Donc ça serait intéressant d'en parler parce que je crois que ça, c'est très très bien. C'est un plus par rapport aux réunions de parole. C'est une journée où l'aidant peut souffler, peut être tranquille, dont le malade est en bonne main, fait plein d'activités et des jeunes avec un groupe bien encadré. Et je crois que le soir, vers 17h, la personne repart. Et tout le monde est content. Oui, voilà. Pauline, on va en reparler. Oui, c'est ce qu'on appelle l'accueil de jour. Voilà, je compte sur vous. Voilà. Et effectivement, on va en reparler. Et effectivement, l'accueil de jour, beaucoup de familles qui participent à l'accueil de jour participent également au groupe de parole et rencontrent d'autres personnes de l'extérieur. Après, c'est aussi un travail de partenariat, notamment avec les services du secteur, notamment l'équipe ESA, qui est l'équipe spécialisée Alzheimer du secteur sur Coudreau, oriente aussi beaucoup d'aidants qui accompagnent eux à domicile à la fin de leur prise en charge sur partenaires. Il peut y avoir le CLIC, il peut y avoir... Voilà. Il y aura Laurine tout à l'heure qui va nous parler du CLIC. Qui nous oriente vers le groupe de parole. Du coup, le temps passe, il y a plein d'invités. Pauline, est-ce que vous pouvez juste faire le parallèle peut-être avec l'espace aujourd'hui, le centre de soins, voilà, qu'est-ce qui est proposé pour les aidants Alors, l'espace, c'est le nouveau nom de notre établissement qui est un EHPAD. Ça veut dire établissement et service public d'accompagnement et de soins aux seniors. Donc, effectivement, c'est long, effectivement. Donc, c'est un établissement public qui a un effectif de 279 lits, qui est en direction commune avec le groupe hospitalier Sud-Gironde. Donc, c'est-à-dire, on a une direction commune avec les établissements de Langon, La Réole, Montségur, Cadillac et Bazas.
Donc effectivement, l'établissement a un nouveau nom. Il existe depuis très longtemps, l'établissement, depuis 1936, je crois, sur la commune, avec beaucoup de changements depuis ces années-là, où les premières personnes accueillies étaient accueillies au Château Chavat, il y a quelques années. Voilà, donc évidemment, depuis, il y a eu beaucoup de travaux, de restructuration, notamment ces 7 dernières années. Là, ça y est, on arrive enfin au bout. Donc, en termes d'architecture, on a des locaux neufs et une modernisation de tous les équipements, donc c'est très important. C'est du confort aussi pour les aides soignantes, du coup. Tout à fait. Donc, nouveau logo et du coup, de nouvelles perspectives d'accompagnement, effectivement, qui se sont ouvertes. Donc, notamment pour les aidants, donc effectivement, on a un accueil de jour, ce dont vous parliez, Madame Fortinon. Donc, l'accueil de jour, en fait, on peut accueillir 6 personnes par jour qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, qui vivent à domicile exclusivement. Ça permet, en fait, le répit de l'aidant. L'idée, c'est d'accueillir le proche sur la journée où on va lui proposer des activités thérapeutiques. Donc, c'est une ASEG, une aide-soignante spécialisée en gérontologie qui va proposer des activités de stimulation pour maintenir les acquis, notamment effectivement aussi stimuler la mémoire et les autonomies du quotidien. L'idée, c'est aussi de retrouver des activités de plaisir. Et de permettre le relais aussi en douceur dans un environnement qui est plutôt contenant. Voilà, donc ça, c'est l'accueil de jour. Après, on a d'autres actions, notamment on a des lits d'hébergement temporaire, 3 lits d'hébergement temporaire sur la structure. Là, c'est si l'aidant veut s'absenter durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, l'établissement prend le relais en fait jour et nuit. Chaque aidant a droit à maximum 90 jours par an, qui peuvent aussi, dont la PAP peut prendre en charge une partie, si je ne dis pas de bêtises, d'un point de vue financier. Donc ça, il faut savoir que ça existe, beaucoup d'établissements le proposent. Et on a également 3 lits d'hébergement temporaire d'urgence, où là, en fait, qui sont déclenchés par un dispositif qui s'appelle le DAC 33. Donc, c'est le dispositif d'appui à la coordination qui, lors de gestion de situations dites complexes à domicile, peuvent nous solliciter pour demander en urgence, en fait, l'entrée d'une personne malade. Par exemple, si l'aidant est hospitalisé en urgence et qu'il n'y a pas de relais à domicile pour accompagner la personne malade, il peut y avoir une proposition de place dans ce contexte-là. Oui, c'est important parce que c'est vrai, c'est toujours une inquiétude de l'aidant. S'il y arrive quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui l'accompagne? Et dans l'idée de se laisser du temps pour travailler les conditions du retour à domicile ou un relais avec un autre type de structure. Voilà. Et on a aussi une unité spécialisée qu'on appelle une UHR, une unité d'hébergement renforcée de 14 lits, qui est une unité fermée, en fait, sécurisée, qui accueille là aussi des personnes avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, qui présentent des troubles du comportement qui sont qualifiés de modérés. C'est-à-dire que ça répond à certains critères bien précis. Notamment, ce sont des personnes qui peuvent présenter de la déambulation et qui peuvent se mettre en danger en fait, en errant sur l'extérieur et qui nécessitent du coup cette mise en sécurité dans une unité fermée. D'accord. Donc ça, ce sont des propositions, relais, en tout cas, que peut proposer l'établissement en plus de l'EHPAD classique, où nous avons notre place. Bon. Merci beaucoup, Pauline. Du coup, le temps file. Edwige est autour du plateau et vous allez nous parler aussi du Bartage, qui est un accueil aidant aidé. Mais avant, je vous fais écouter le témoignage de Nicole que vous avez juste derrière vous dans le cadre de l'exposition. Son témoignage, je vous laisse écouter. Alors, je ne serais pas arrivée à surmonter cette difficulté, en fait, sans aide. D'où le fait que j'ai beaucoup apprécié l'activité aidant-aidé, parce que quand ça m'est tombé sur la tête, je me suis dit, je suis perdue. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver seule. Et je ne peux pas y arriver seule parce que j'avais trop de questions, trop d'obligations, c'était trop lourd pour moi à porter toute seule. Le fait de venir partager mes difficultés, d'entendre les difficultés des autres me montre que je ne suis pas seule dans cette situation. Et en fait, il y a aussi l'aide apportée par cette discussion, les échanges, et parfois on trouve la solution, parfois pas, mais parfois on trouve la solution, et c'est une grande aide que je n'aurais pas seule. Oui, ça revient vraiment à ce que vous disiez, Pauline. Le fait de se retrouver entre aidants, il y a vraiment quelque chose de réconfortant et
et d'important. Edwige, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps existe le Bartage et un peu sa genèse? Oui, tout à fait. Donc ce projet est né d'une rencontre entre deux professionnels, une psychologue du CLIC et une animatrice en gérontologie. L'idée était de proposer un lieu ressources aidant-aidé sur le territoire Convergence-Garonne. L'objectif, c'était d'offrir un temps de répit, de soutenir la relation aidant-aidé et de partager ce qu'ils vivent au quotidien dans un cadre chaleureux et convivial. Aussi en mars 2020, avec l'appui et le soutien financier de la communauté de communes et du CLIC, le Bartage démarrait les premières rencontres. Juste avant le Covid. Exactement. Donc, on a pu démarrer deux rencontres, même une rencontre en direct. Et après, on a retravaillé différemment en mettant en place des visios. Donc, le projet se déroule sur la commune d'Aumette, au Café Épicerie, parce que le lieu était important pour nous, un lieu qui vit, un lieu où les gens peuvent se rencontrer autrement, pas que dans le cadre du Bartage. Donc c'est pour ça qu'on a démarré sur Aumette. À la suite de ça, en janvier 2022, on proposait un autre lieu, donc l'Andiras, pour un deuxième groupe aidant-aidé. De l'autre côté de la Garonne. Oui. Puisque le territoire est quand même étendu. Donc, et on sait que la mobilité est quand même assez compliquée. Donc voilà, deux lieux, Aumette et l'Andiras. Au niveau du déroulé, donc on propose 2 rencontres par mois sur chaque site, le vendredi après-midi de 14h à 16h30. La première rencontre est plutôt une séance libre où le groupe fait un tour de table, échange sur ce qui leur est arrivé, sur comment ils se sentent. Chacun est libre de prendre la parole et de dire ce qu'il a envie de dire. À la suite de ça, selon la demande du groupe, on peut être présent en apport d'informations sur les actualités du territoire ou proposer même des activités créatives, ludiques ou faire intervenir des professionnels dont ils ont besoin. Donc un temps de parole, mais pas que. Oui, exactement. D'accord. Et la deuxième rencontre, donc, c'est une séance avec un psychologue, donc groupe de parole, avec des thématiques selon le besoin du groupe. Donc vraiment, les deux groupes sont différents, donc les thématiques d'un groupe à l'autre peuvent être différentes. Le psychologue vraiment s'adapte au groupe. D'accord, aux demandes du groupe. Quoi d'autre, Edwige, aussi dans le cadre de ce Bartage? Des sorties, non? Oui, on propose 2 sorties à l'année, 2 sorties aidant-aidés. Et en septembre-octobre, on propose la guinguette des aidants, donc vraiment un temps fort ouvert aux aidants, aux aidés, à l'entourage, donc avec des animations, des jeux, de la musique, de la fête. Auberge espagnole, voilà. Donc c'est quelque chose qui est attendu et qui fait vraiment du bien. Et qui permet du coup aux 2 groupes de l'Andiras de se rencontrer. Comment ça fonctionne? Oui, effectivement. La majorité du temps, les 2 groupes sont séparés. Et lors des sorties, les 2 groupes se rencontrent, font connaissance et des échanges en fait se passent. C'est plutôt assez intéressant. D'accord. Cette année, Edwige, donc 2024, ça repart toujours le vendredi après-midi. Oui. Alors le projet évolue parce que voilà, on a démarré en 2020, même si 2020, on va dire, c'est une année qui a été un petit peu chaotique. Donc au bout de 3 ans, le groupe a aussi évolué. On a des arrivées, mais on a eu aussi des départs. On s'est rendu compte suite à un bilan que ce qui était très très important pour eux, c'était ce temps de répit, se retrouver entre aidants. Donc on a eu quelques couples aidants aidés qui sont venus, mais ça reste quand même à la marge et c'est sur des périodes qui sont plutôt courtes. Donc pour 2024, on a vraiment recentré sur les aidants. Donc les rencontres qui seront proposées seront essentiellement que pour les aidants. Mais par contre, au niveau des sorties, des temps forts qu'on propose, on ouvre aidants aidés et à l'entourage.
D'accord. Donc voilà à peu près le changement. Et après, on va retravailler sur la communication parce que ce qui est marquant, c'est que pour que les aidants viennent au Barthage, c'est soit par le biais de bouche à oreille, c'est-à-dire d'aidants qui font partie du groupe, qui connaissent et qui rassurent. Et aussi par le biais de professionnels de santé ou du soin qui ont eu connaissance de ce dispositif-là. Et donc, c'est rassurant pour la personne de venir. Parce que c'est vrai que quand le médecin, l'orthophoniste en parle, c'est que, on va peut y aller. venir. D'accord. Okay. Voilà. Du coup, donc, sur le territoire, on peut voir qu'effectivement, il y a ce groupe de parole pour les personnes qui accompagnent une personne qui souffre de maladie Alzheimer. Donc, c'est le jeudi matin, c'est ça, Pauline? Oui, un jeudi matin par mois, de 9h30 à 11h30. D'accord. Au CCAS. Et après, Edwige, le Barthage. Donc, toutes ces informations, vous pourrez les trouver peut-être. Vous avez amené des petits flyers, Pauline ou... France Alzheimer, mais pas France Alzheimer. Bon, en tout cas, retenez bien, on ne sait jamais si jamais... Les dates sont affichées, sont sur le site de la commune. Oui. Bon, d'accord. C'est affiché à l'accueil de la commune. Je pense que c'est sur aussi Intramuros. Oui, en général. Donc, tout est, si on veut les renseignements avec les dates de permanence. Oui, tout apparaît sur le site. Tout apparaît sur le site. Et maintenant, l'espace a son site. Donc, superbe site. C'est bien aussi d'aller le consulter parce qu'il a l'air très ludique et très sympa. On arrive à la fin de ce premier plateau. Je vous propose donc du coup une petite pause musicale de 2 minutes. Voilà, histoire d'avoir d'autres invités et puis de souffler un peu. C'est parti. Ça y est, vous êtes repartis, vous êtes avec nous. Donc, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui aussi Myrtille du Bois d'Anguin. Peut-être avant de lancer votre chronique, Myrtille, vous pouvez vous présenter. Donc, Myrtille du Bois d'Anguin, je suis responsable développement et partenariat au Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Donc 2 minutes, ou même moins, sur le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes missionnés par la région et l'ARS pour coordonner toutes les politiques de vieillissement, tous les projets, tout ce qui se dit, tout ce qui se pense, tout ce qui se fait sur l'ensemble du territoire, sur les questions du vieillissement, mais véritablement au sens holistique du terme, puisque vraiment on couvre tous les sujets. D'accord. Et puis, j'allais dire, vous avez une spécialité, vous êtes très présente derrière les micros. Et du coup, quand je vous ai demandé, Myrtille, vous voulez bien venir faire une chronique à l'émission des Bonnes Ondes, vous n'avez pas hésité. Oui, mon rôle, c'est vraiment de battre la campagne et de prêcher la bonne parole. J'ai l'impression d'être un peu prophète, c'est idéal. Donc, il faut qu'on sache, il faut qu'on écoute, il faut que multiplier l'information. Parce que plus on a d'informations et mieux c'est. Donc mon rôle c'est ça et donc je le fais avec plaisir et bonheur. D'accord. Alors attention Myrtille, vous avez vu le jingle quand même? Formidable. Hier c'était les Grammy Awards. Oui c'est vrai. À quand les Oscars? Oh mais attendez, il y a un petit discours genre César à la fin, c'est dommage. Bon, Myrtille, de quoi vous allez nous parler alors aujourd'hui? Alors moi je vais vous parler des aidants salariés. Parce que tout à l'heure, on a évoqué les 11 millions d'aidants en France, des 6 millions sur la Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, 30% de ces aidants sont 70%, sont des aidants salariés. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui jonglent assez difficilement, quelquefois, entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Oui, mais il y en a autour de cette table, d'ailleurs. Donc pour eux, c'est un véritable défi. Un véritable défi parce qu'ils se doivent, du moins c'est comme ça qu'ils le pensent, à leur entreprise, donc d'être performants, d'être efficaces, d'être présents, mais ils se doivent aussi à leurs proches, leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints, qui sont en perte d'autonomie. Et donc là, il faut les aider. Donc c'est assez compliqué à plusieurs niveaux. Donc la gestion du temps, parce qu'on a un temps en entreprise à effectuer. Alors c'est vrai que heureusement et merci le Covid, grâce à ça, c'est devenu un peu plus cool quand même.
Mais bon, voilà, quand on est aux 35 heures, on est aux 35 heures. Et puis, parallèlement, eh bien, il faut s'occuper. Est-ce que l'infirmière est passée? Je dois être là parce qu'il y a le médecin. Je dois être là parce que. Ah bah aujourd'hui, il n'y a pas le portage de repas, donc il faut que j'aille préparer le repas. Donc, c'est véritablement un grand écart que l'on vit au quotidien. Et ce grand écart, il génère beaucoup de stress et d'épuisement. Moi, je l'ai connu à titre personnel très peu, parce que je dirais que j'ai eu la chance, parce que c'est malgré tout une chance. Maman est décédée très vite, en 2 mois, d'un cancer fulgurant. Donc on ne s'y attendait pas. Alors c'est vrai qu'il y a du chagrin, il y a de la tristesse, et mon Dieu, que c'est difficile. Mais je n'ai pas connu la difficulté d'être dans une réunion et que l'hôpital vous appelle. Enfin si, je l'ai connu, mais très peu. Votre maman ne va pas bien, votre maman décompense, il faut que vous veniez, voilà. Et pour des personnes pour qui ça dure longtemps et quelquefois plusieurs années, bah c'est un grand stress. D'ailleurs, 30% des aidants décèdent avant l'aider. Ouais, c'est effrayant. Hein. Et c'est des personnes qui n'ont plus de vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une jeune animatrice télé qui était très très connue, alors j'ai oublié son nom, dont le fils était autiste, mais autiste profond, autiste lourd. Elle avait plus de vie, voilà. Hein. Malheureuse. Alors, l'autre jour, j'ai appris que son fils était décédé à l'âge de 16 ans. Alors c'est affreux, elle a perdu son enfant. Et je me dis, c'est une vraie libération aussi, parce que... c'était son travail, son enfant, son travail, son couple a explosé, elle n'a pas réussi à renouer. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça génère énormément de stress. Et puis, au niveau du travail, il y a une perte de performance, une perte de production. Quand vous avez la tête ailleurs, est-ce que maman a bien pris ses cachets? Est-ce que maman n'a pas allumé les plaques et est partie? Ou est-ce que papa? Ou est-ce que on a du mal à être à 100% dans son travail. Une pression de l'employeur, du coup, des fois aussi. Une pression de l'employeur aussi. Oui, parce que... Alors, on va en reparler, mais aujourd'hui... Heureusement, ça se libère un peu. Les gens commencent à comprendre parce que justement, il y a de l'information, parce que justement, on en parle de plus en plus. Mais c'est vrai que, je sais pas, tout le monde a connu cette expression, quand on arrive au travail, on laisse ses ennuis au vestiaire. Je ne sais pas si vous êtes des oraux, moi, personnellement, non. Quand je vais pas bien, et je vais pas bien au boulot, et je vais pas bien tout court. Voilà. Donc, l'histoire de laisser ses ennuis au vestiaire, c'est tout simplement ridicule. Voilà. Quand vous avez des ennuis, les ennuis ils vous collent à la peau. Moi, j'ai été directrice d'EHPAD pendant 10 ans. J'ai eu des salariés qui étaient dans des grandes difficultés personnelles. Ça se ressentait au niveau du travail. Et il faut le comprendre et il faut l'entendre. Oui, mais pour les aidants, c'est pas toujours simple. Hein. Il y a comme une honte presque, je dirais. Ah, complètement. Beaucoup d'aidants, et notamment des aidants salariés, sont dans l'isolement social. Parce que c'est, quand on dit métro-boulot, c'est métro-aidance, aidance-métro. On ne fait que ça. Donc, on n'a plus la possibilité de sortir, d'aller au cinéma, d'aller rencontrer du monde, d'aller... on est pris dans cet engrenage. Alors, certes, il y a des propositions, des offres de répit, mais qui sont insuffisantes. Et là, justement, j'étais avec les unions départementales des CCS il y a quelques jours, et qui disaient, en Charente-Maritime, par exemple, en Charente, ils sont vraiment très, très mal lotis sur le répit. Donc, s'il n'y a pas, on ne fait pas. Voilà. Oui, bien sûr. On n'a pas le temps de souffler. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les problématiques qui sont rencontrées par les aidants salariés. Du côté des employeurs, ce que je vous disais, ça s'assouplit un petit peu quand même, parce que justement, ça a été de plus en plus évoqué. L'État s'en est mêlé un petit peu, a facilité, a permis des congés supplémentaires. Et puis, c'est vrai, ce que je disais quand même, c'est que le Covid... Malgré tout, moi je suis quelqu'un d'excessivement positif et j'essaie de trouver du positif même dans le tout noir. Ça a été une chance parce qu'on a été obligé d'être en télétravail, que les employeurs se sont rendus compte que le télétravail c'était pas si mal que ça, que franchement les salariés, et que ça permettait de donner une souplesse qui redonnait de l'envie au personnel. Oui, pouvoir choisir son temps, c'est important.
Voilà, exactement. Et aujourd'hui, eh bien, on retrouve cette souplesse d'horaire, souplesse de lieu, qui permet... là, j'ai par exemple une de mes collègues qui a un petit souci, enfin, c'est son petit bébé qui a un souci de santé, plutôt que de s'arrêter pour enfants malades, surtout des jours pour enfants malades, il n'y en a quand même pas beaucoup sur une année, eh bien, elle a demandé à la direction du Gérontopole si elle pouvait travailler depuis chez elle. Et donc, je gère le bébé tout en travaillant. Ça, c'est intéressant. C'est une grande avancée. C'est plus qu'intéressant, c'est une grande avancée que j'ai pas connue, moi, quand j'étais plus jeune. Donc, il y a la politique des congés flexibles. Donc, ça, c'est une nouveauté. Il y a l'aménagement des postes. Je viens d'en parler. Et puis, il y a des propositions d'aide aux salariés. Là, par exemple, je suis en train d'accompagner sur le bassin d'Arcachon une jeune femme qui a été concierge d'entreprise pour une entreprise, c'est-à-dire qu'elle était la nounou des cadres. Donc, comme c'est une entreprise qui n'embauchait que des cadres, il fallait que ces cadres soient à 100% à leur travail, donc complètement dépollués de tous les problèmes du quotidien. Efficacité. Donc, voilà. Donc, ils arrivaient le matin, j'ai besoin de prendre un rendez-vous pour le contrôle technique de ma voiture, j'ai besoin d'emmener ça chez le pressing, pla. Elle s'occupait de tout. Et cette personne, son poste a été supprimé malheureusement, ou heureusement, parce que justement, je lui ai proposé de rebondir et de devenir concierge pour les aidants salariés, avec une mutualisation d'entreprise. Et ça, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, parce qu'au Gérontopole, on est dans beaucoup de groupes de travail, et moi je suis sur les aidants salariés dans plusieurs groupes. J'en ai parlé avec mes petits camarades qui m'ont dit c'est génial, c'est formidable, il faut qu'on l'aide. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin d'aider ces aidants à se vider un peu la tête, à se débarrasser des soucis du quotidien. Et puis aussi, il y a beaucoup de formation et de sensibilisation aux managers. C'est-à-dire que les managers à l'ancienne, j'espère qu'il y en a de moins en moins, mais pour ceux qui restent, leur expliquer que non, quelqu'un qui va faire une formation, quelqu'un qui va avoir un peu plus de temps, eh bien, il sera plus efficace après, il sera reconnaissant auprès de l'entreprise, parce que si l'entreprise l'aide, il saura reconnaître que l'entreprise l'a aidé. Et en fait, c'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est des formations et des informations qui sont faites de plus en plus souvent. Oui, et d'autant plus que les aidants développent des compétences, de nouvelles compétences. Bien sûr. On est presque un chef d'entreprise quand on est aidant. Ah, mais de vrais couteaux suisses. De vrais couteaux suisses, parce qu'on est face à des difficultés, il faut trouver des réponses. Absolument. Oui, Martille. Voilà, pour moi, c'était... Si vous avez des questions, je suis preneuse. Parce qu'après, je peux rentrer dans les chiffres, rentrer dans les détails, mais peut-être que c'est pas ça l'intérêt. Non, c'est pas ça aujourd'hui, mais, mais vous reviendrez, Myrtille. Mais bien évidemment, avec plaisir. Moi, quand on m'invite, je viens. Bon, voilà. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Bon après-midi. Oui, on va continuer l'émission. Alors, ce que je vous propose, comme le temps passe aussi, on va de suite partir sur le podcast qui s'appelle Comptez sur vos proches. Anne, comment il s'appelle déjà ce podcast ? Le podcast s'appelle Comptez sur ses proches, le podcast pour parler budget. Alors du coup, je vous envoie la bande-annonce. Moi, c'est Nina. Moi, c'est Claire. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Nous vous présentons le podcast Comptez sur ses proches. Un podcast ? Pourquoi ? Pour parler budget avec ses proches. Comment ? À travers notre expérience, mais aussi avec la parole d'experts, des témoignages et des situations concrètes. À partir de quand ? Du 12 octobre, pour une première série de 5 épisodes. Et où peut-on l'écouter ? Sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous. Voilà la bande-annonce du podcast. Anne, vous avez amené des petits flyers et on pourra les retrouver pour pouvoir écouter le podcast ? Tout à fait, donc il y a des petits flyers et on peut du coup écouter le podcast sur toutes les plateformes autrement d'écoute de podcast. Très bien. Alors votre association, l'atelier budgétaire, n'a rien à voir a priori avec les aidants et néanmoins je dirais qu'avec ce podcast justement elle lève un tabou. Alors Anne, pourquoi ce podcast et pourquoi a-t-il sa juste place au sein de votre association ?
Alors effectivement, l'association, donc l'atelier budgétaire, est une association qui a pour ambition de favoriser l'inclusion financière et de prévenir en fait les difficultés financières de tous les publics en les accompagnant, en les soutenant dans leur démarche et dans la gestion de leur budget. Dans ces publics, on accompagne un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés financières et notamment chez les seniors, puisque par exemple en 2023, on a accompagné autour de 280 seniors. Et ces publics, on se rend compte notamment en Gironde, qu'il y a une forte augmentation de la précarité financière au travers des plus de 60 ans. Et à travers ces entretiens qu'on peut mener, ces actions qu'on peut mener auprès des seniors girondins, on se rend compte aussi qu'il y a des problématiques d'aidants. Et on rencontre dans le cadre de nos accompagnements individuels sur le budget, du coup des personnes qui viennent en famille, donc soit au sein d'un couple, où il y a un des deux qui peut être malade, et donc c'est cette personne-là qui gère le budget, des personnes qui viennent entre enfants et parents. Voilà, donc c'est ces situations qui nous ont donné envie de créer une nouvelle action de sensibilisation, puisque la vocation de l'association, c'est aussi de faire de la prévention, et donc d'agir en amont, pas toujours de façon curative, et de proposer de l'information et du conseil à des publics qui ne viendraient pas spontanément vers une association, parce qu'on est une association aussi d'accompagnement social, donc composée de travailleurs sociaux, donc des personnes qui pourraient avoir un petit peu peur de s'approcher des travailleurs sociaux et de se dire non, cette aide n'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, j'ai jamais demandé d'aide de ma vie. Voilà, donc l'idée c'était aussi à la fois de lever le tabou de l'argent, et c'est important de parler de sa relation à l'argent et de son budget au sein de la famille, mais aussi lever le tabou un petit peu, l'aide ce n'est pas pour moi, et je dirais les travailleurs sociaux encore moins. Du coup, quand on parle impact financier avec ses proches, ça veut dire aussi quelque part que ça peut être un déclic, en tout cas un signal. Le fait de constater peut-être chez son proche qu'il y a un dérèglement financier. Ça, c'est aussi une volonté que vous avez voulu transmettre dans ce podcast, Anne ? Alors, on se rend compte que dans les premiers signaux, on va dire, de fragilité financière liée au vieillissement et à la perte d'autonomie, que la difficulté à réaliser des démarches administratives ou à reprendre, en fait, à payer ses factures, à ouvrir ses courriers, ou tout simplement aussi à chercher des nouvelles ressources pour se faire aider à son domicile, c'est des signaux, en fait, de difficulté. Et parfois, les enfants ou l'entourage s'en rendent compte en se disant « Oh là, c'est bizarre, il y a une pile de courriers sur la table. Habituellement, ça ne se passe pas comme ça dans la maison de ma maman, de mon papa. » Voilà, donc c'est des premiers signaux qui doivent alerter. Donc c'était un des objectifs du podcast, c'était de se dire aussi, à travers notamment l'épisode 2, c'est de voir justement quels sont un peu les signaux qui peuvent nous permettre d'agir et de réagir et d'essayer d'entamer une discussion, un dialogue serein aussi sur cette question de l'argent et du budget au sein de la famille. Coralie, je me tourne vers vous. Donc, vous avez coécrit les épisodes avec Claire, enfin Bérangère dans la vraie vie. Comment vous avez organisé ce récit, ces récits, enfin l'histoire en fait de chaque épisode ? Eh ben, tout d'abord, en fait, tout simplement, on est parti de l'expérience de terrain parce que notre rôle en tant que conseillère en économie sociale familiale, c'est d'orienter, conseiller et accompagner. Donc on a dû faire un choix parmi tout ce qu'on voulait partager, puisqu'il y a énormément d'informations. Donc on a choisi des expériences dans lesquelles cela pouvait faire écho à sa propre situation pour que les auditeurs en fait puissent se reconnaître et n'hésitent pas après à aller voir les travailleurs sociaux. À vous rendre familière en définitive. C'est ça. Et partager aussi la bonne humeur, enfin voilà. La bonne ambiance qu'on peut retrouver en tout cas dans le podcast. Le podcast, il s'articule donc avec votre expérience. Il y a des experts aussi qui sont interrogés. Il y a des thématiques. Oui, il y a différentes thématiques. Il y a des experts, des situations qui ont été vécues. Anne parlait par exemple dans le deuxième épisode. Comment il s'intitule le deuxième épisode ? Anne. Comment détecter une consommation inhabituelle ? D'accord. Voilà.
Donc nous, c'est vrai qu'on a souhaité parler de comment détecter une situation inhabituelle, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir au sein des accompagnements, puisque nous, on accompagne les personnes sur du long terme. Donc les personnes, voilà, comme on crée une relation de confiance avec eux, nous, on voit des choses, on va aussi à domicile, donc on peut être amené à voir que effectivement les courriers s'entassent, alors qu'avant, les personnes étaient très, très carrées, les courriers étaient ouverts, une évolution dans le comportement de la personne. Tout à fait, et ça peut être physique entre guillemets aussi, ou ça peut être des femmes très coquettes qui ne vont plus chez le coiffeur tout simplement. Donc ça, ou ça peut être des achats compulsifs, par exemple, je sais pas moi, 3 l'achat de différents smartphones, ou des choses inadaptées par rapport aux besoins aussi, oui. D'accord, merci Coralie. Du coup, une saison 1 du podcast, est-ce que vous avez eu beaucoup d'auditeurs d'ailleurs pour ce podcast ? Alors, on s'était donné comme objectif de franchir les 1000 écoutes début 2024. Donc, aujourd'hui, on est à 1090. Voilà. D'accord. Donc, c'est une série de 5 épisodes pour cette première saison. Sachant que notre objectif c'était du coup est atteint en termes de cible. Maintenant du coup on est parti pour créer la saison 2, parce que comme l'a dit Coralie, il y a plein de sujets qu'on n'a pas traités et qui nous sont remontés. Par exemple, des questions sur bien choisir ses assurances quand on vieillit, où il y a une sorte de surenchère à l'assurance pour se protéger de tout, et c'est pas toujours bien choisi. La question d'anticiper et de discuter aussi, de préparer sa succession. Donc il y a ces sujets-là qui peuvent revenir aussi dans le cadre des rendez-vous qu'on va faire avec les personnes. Donc voilà, donc une saison 2 s'annonce, et sachant qu'on voudrait utiliser aussi ce support du podcast et ces épisodes qui durent que 7 minutes comme un support pédagogique aussi pour pouvoir échanger sur le sujet de comment on parle d'argent avec ses proches et dans une relation de aidant-aidé, et pouvoir du coup proposer aussi des rencontres, donc des rencontres qui s'appelleraient les rencontres de compter sur ses proches, pour pouvoir échanger sur ces sujets d'argent et de budget entre aidant-aidé. Donc ça sera aussi une façon de s'approprier l'outil podcast, et puis de pouvoir créer le dialogue, aller vers vraiment des échanges très concrets sur le terrain, puisque notre autre action, c'est aussi d'animer de l'action collective, donc sur différents territoires. Et vous êtes d'ailleurs, vous intervenez dans le Sud-Gironde, Bazas, Grignols, Saint-Symphorien. D'accord, très bien. Mais merci à tous les deux. Donc maintenant, je regarde Laurine Hick, qui est juste en face de moi. Donc Laurine Hick, vous travaillez au CLIC. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce qu'est le CLIC et quel est votre rôle dans cette... C'est pas une association, hein ? Non, le CLIC, du coup, c'est le Centre local d'information et de coordination gérontologique. Comment décrire le CLIC ? C'est qu'on est un guichet unique. C'est surtout au niveau des publics, des personnes âgées, des personnes de plus de 60 ans retraitées, autour du maintien à domicile. Donc moi, j'ai ma casquette de coordinatrice sociale et on fait beaucoup de visites à domicile auprès des personnes qui peuvent nous contacter. Donc ça peut être les personnes âgées directement, ça peut être les aidants, donc la famille, les époux, des choses comme ça. Ou ça peut être aussi par rapport à des professionnels, des médecins, des infirmières qui interviennent à domicile, les communes comme les mairies, les CCAS. On peut être interpellé s'il y a une perte d'autonomie, de choses comme ça. Et donc on intervient à domicile pour faire une évaluation globale de la situation, donc sur le plan de l'autonomie, sur le logement, comment est aménagé le logement, sur les difficultés que peuvent rencontrer la personne, et aussi voir un petit peu les aidants, comment ils sont dans cette situation-là. Oui, c'était ma question, Laurine, du coup. Est-ce que quand vous faites la rencontre avec l'aidé, on va dire, il y a aussi l'aidant qui... Est-ce que vous y allez ou est-ce que l'aidant vient vers vous ? Comment ça se passe, ces rencontres ?
Souvent, c'est l'aidant qui nous contacte. Alors, des fois, ça peut être un aidant, on va dire, un peu secondaire, parce que des fois, les aidants ne se rendent pas compte qu'ils sont dans ce rôle-là d'aidant. Et des fois, ça peut être les petits-enfants, des choses comme ça, des personnes un peu secondaires. Voilà, parce que des fois, les personnes ont du mal à s'identifier en tant qu'aidant. On dit, bah non, ça ne me concerne pas, je ne me sens pas concernée. Et en fait, en discutant, ils se rendent compte qu'un petit peu si. Mais ça prend un petit peu de temps à définir tout ça. Et le fait d'aller au domicile des gens, Laurine, comme je sais que vous faites partie aussi du Bartage, le fait de rencontrer les aidants chez eux et qu'eux, ils vous identifient aussi comme une personne qu'ils peuvent retrouver dans le cadre du Bartage, ça compte ? Oui, ça aide beaucoup parce que à domicile, on peut instaurer un petit lien de confiance. Alors des fois, ça ne se fait pas automatiquement parce que ça demande du temps, mais par moment, ça peut aider. On peut parler du Bartage aussi, et des fois, ça peut aider pour qu'ils puissent venir au Bartage. Alors des fois, ce n'est pas forcément évident non plus, donc il faut y aller plusieurs fois, ça demande du temps, mais on y arrive petit à petit. D'accord. Le clic, Laurine, il est facilement joignable. On trouve les coordonnées dans toutes les mairies, en fait, les Exactement, CCAS. oui, c'est ça. Oui. On est basé à La Réole. On intervient sur tout le Sud-Gironde, tous les territoires. Moi, j'interviens principalement sur le secteur de Pau-d'Ensac et de Saint-Symphorien et Villandreau. Mais on peut intervenir sur Cadillac, sur Bazas, Targon, Sauveterre, voilà, vraiment partout. Ouais, c'est un grand domaine. Bon, on va finir pour cette petite partie, pour ce petit plateau. Je vous propose, alors, encore une petite pause et après, il y aura une grande pause musicale, mais changement de plateau pour terminer cette première partie. Merci à toutes les trois. Bon, voilà, vous avez vu, changement de plateau. Alors, pour finir cette première partie de l'émission, moi, je suis très heureuse d'accueillir sur le plateau Pierrette, père aidante, on peut dire ça, Pierrette, que vous êtes une père aidante. Père aidante, tout à fait. Oui. Ouais. Oui. Bon, disons que la partie aidant c'est arrêté, quoi. Ouais. Par le décès de mon mari, donc. D'accord. Donc du coup, on va en reparler juste un petit peu après. Et puis juste en face de moi, alors je vous dis tout de suite, on les appelle les Christines, mais c'est pas un groupe de musique. Néanmoins, elles pourraient, peut-être bien que vous feriez. En tout cas, vous êtes, vous avez peut-être eu des propositions d'ailleurs déjà. Bon, en tout cas, vous allez nous parler. Vous êtes cofondatrice d'une association qui s'appelle Mieux vivre à sa façon. Pas toujours facile à dire, et vous allez nous en parler après. Pierrette, je tourne vers vous parce que j'avais envie que vous témoigniez de la manière dont vous avez vécu les différentes étapes de votre parcours d'aidante auprès de votre époux. Voilà. Ça a été des années, bien sûr, ça se manifeste 2 ou 3 ans avant, on voit des choses qui ne vont pas et tout ça, alors on se dit, et on s'inquiète, et là, l'angoisse arrive, et j'ai demandé quand même d'être aidée, parce que je ne savais pas, disons peut-être, j'avais peur de ce qui allait m'arriver, et j'étais en désarroi. Alors je dis, il faut que quelqu'un m'aide, mais je savais qu'il existait donc ces services. Et je me suis adressée au CLIC de La Réole. Et c'est eux qui m'ont donné, comme ils font ces réunions, les bartages, là, j'y suis allée dès le départ. Et oui. Dès que vous avez senti que vous étiez en difficulté. Voilà. Et j'ai là, auprès de toutes les personnes qui sont là, c'est bien parce qu'on évacue, on parle de ses problèmes, on témoigne, oui, mais... Et puis on écoute les autres et puis on a des conseils. Le psychologue, tous les 15 jours, on avait, une fois par mois.
Et ce qui m'a permis, moi, d'accepter. Voilà. Parce que c'est la première des périodes, c'est qu'il faut accepter. Et l'acceptation, c'est très, très difficile. Et à force, bon, ça a été mieux. Puis bon, il y a eu des périodes où il y a une petite accalmie. Alors on se dit, tiens, chouette, ça va aller. J'ai accepté quand même le fait que... Et puis après, ça s'aggrave. Alors quand ça s'aggrave, là c'est... Alors on a décidé, donc, après quelques mois, parce que c'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est être soulagée un petit peu dans un sens comme dans un autre. Et je me disais, bon, peut-être dans un endroit où on peut y faire un séjour, mais pas tout le temps, quoi. Et puis finalement, bon, j'ai eu cette place à l'EHPAD. À l'EHPAD, oui. Et on a opté pour ça. Mais alors après, ça a été le problème, parce que, bon, bien sûr, il n'allait pas mieux. Et après, ça a été la culpabilité, quoi. Ça a été la culpabilité totale. Et heureusement que j'ai eu le Barthage qui m'a bien aidé à tout ça, quoi. Tout le temps me faire aider. Les psychologues, tout ça. Mais ce que vous dites pas, Pierrette, et c'est vrai qu'il y a ce sentiment de culpabilité chez les aidants, mais il y a aussi l'épuisement. Ah, ça, l'épuisement, de toute manière... c'est-à-dire qu'à moi, à partir du moment où je m'en suis séparée, si on va aller par là, j'avais donc parce qu'il me semblait tout le temps que je pourrais y arriver, mais c'est vrai que c'était devenu impossible, quoi. C'était devenu impossible, et puis ça allait, où c'était moi, ou c'était lui, quoi. Oui, en fait, voilà. Il y a un moment où la solution ne se... Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, hélas. Et ça a été très, très, très difficile, mais enfin, bon. Et avec beaucoup de patience, et puis avec toute cette équipe autour, ça m'a... Vraiment, j'ai été... Mais vous avez de la ressource aussi, Pierrette, parce que... et je trouve que c'est important à dire, c'est que vous faisiez une activité aussi qui vous permettait de vous faire du bien, entre guillemets. C'était la sophrologie. Oui, c'était la sophrologie, oui. Ça, de toute façon, je fais la sophrologie depuis... Justement, quand j'ai commencé à ne plus être très bien et tout ça, la sophrologue... je peux le dire, c'est Floriane Ortega à Gornac. Elle est super, c'est une super fille. Enfin, moi, je me sens tellement à l'aise avec elle que c'est super. En tout cas, ça veut dire que prendre ce temps pour soi... C'est important. C'est important parce que déjà, elle est là pour nous remonter le moral. Et puis tout ce qu'on peut faire au point de vue de la respiration... tout ça, ça nous permet d'accepter, ça nous permet de continuer, quoi. Voilà. Merci Pierrette. En tout cas, merci de votre témoignage. Et moi, ce que je remercie, c'est le Barthage, parce que vraiment, c'est une structure qu'il faut, si vous avez besoin, il faut y aller. Bon, le message est passé. Merci Pierrette. Alors, mieux vivre... Oh, vous pouvez rester là, Pierrette. Oui. Mieux vivre à sa façon... qui commence? Christine à droite ou Christine à gauche? Je ne sais pas. Christine, moi. Allez, Christine Fanchon. Donc, bonjour, je suis Christine Fanchon, l'une des cofondatrices de l'association Mieux vivre à sa façon. Alors, avant d'être cofondatrice, je suis mère de 2 enfants. Je suis également aidante de ma mère qui vit à mon domicile. Et pour finir, je suis accompagnant éducatif et social en structure et à domicile, avec des personnes en situation de handicap et en structure avec des personnes âgées. D'accord. Donc ça, c'est un peu ça qui vous a donné envie de créer une structure pour accompagner les personnes... Alors avant tout, lorsque j'ai travaillé dans une des structures pour les personnes âgées, j'ai rencontré Christine, ma cofondatrice, mais avant tout, on est amis. Donc, on a développé une relation amicale assez forte, en fait, qui a permis qu'on se pose des questions pour accompagner les personnes différemment de ce qui était proposé en structure. D'accord. Je vais laisser Christine se présenter aussi. D'accord. Alors, c'est quoi ce différemment, Christine? Et puis, qui êtes-vous? Alors, moi, c'est Christine Rodriguez. Je suis aide-soignante, donc je travaille en établissement aussi auprès de personnes âgées et à domicile auprès de personnes en situation de handicap.
Donc, on s'est rencontrées toutes les deux donc dans une structure, c'est sur Mérignac. Donc, c'était une maison de retraite pour les personnes Alzheimer et Parkinson. Et effectivement, on s'est rendu compte au fil du temps où on travaillait là-bas que les personnes étaient à domicile étaient pas à domicile, étaient mis en structure beaucoup trop tôt. Et donc, on avait justement ce syndrome de glissement qui fait qu'ils rentraient dans la dépression, qui se laissaient aller et qui, du coup, n'avaient pas leur place à ce moment-là en structure. Donc, avec Christian, on y avait réfléchi, on s'est posé des questions et on s'est dit pourquoi ne pas monter justement une association ou une entreprise qui fait qu'on accueillerait des personnes âgées qui seraient isolées en milieu rural et également des personnes en situation de handicap et leurs aidants, tout en gardant cette autonomie ou le peu d'autonomie qu'ils ont à leur domicile, en faisant des activités, des sorties, des ateliers, pouvoir créer du lien, pour pouvoir partager certaines choses. Et ce qu'on voudrait mettre vraiment en avant, ce serait l'intergénérationnel et justement aussi le fait de faire des groupes de parole pour les aidants. Parce que du coup, notre présidente, qui s'appelle Émilie Dauphin, qui était anciennement notre cadre, justement, à l'établissement où on a travaillé ensemble, et qui est maintenant coach aidante. Donc, elle serait là pour faire des groupes de parole pour les aidants. Donc, ça peut être des groupes de parole ou être en individuel aussi, pour les personnes qui seraient un peu plus réservées. Donc, on a décidé justement de faire cette association qui donnerait du répit du répit aux aidants et de sortir de l'isolement les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. C'est ça, c'est à la fois faire du lien social, permettre aux aidants aussi de se retrouver et de pouvoir rompre leur isolement. Tout ça en même temps, comment vous l'avez imaginé ? Alors, on l'a imaginé de la façon suivante, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec la mairie de Prégnac, qui nous confie un lieu où on va faire des ateliers avec nos bénéficiaires. Alors, ces ateliers peuvent être faits en journée ou en demi-journée. Et nous, on va faire tout ce qui est atelier culinaire, artistique, musical. On propose aussi une sortie 2 fois par an à nos bénéficiaires. Et de l'intergénérationnel parce qu'on travaille aussi avec l'école de Prégnac. De Prégnac, d'accord. Et là, en 2024, ça a commencé ou c'est que vous en êtes ? Alors là, en 2024, on a commencé. Depuis janvier, on fait un lundi sur 2, on fait des ateliers, mais qui se font de 14h à 17h. D'accord. Pour l'instant, on fait en demi-journée et juste un lundi sur 2 parce que nous, notre but, c'est d'être itinérant. Donc, d'être dans plusieurs communes, mais de faire ça à la journée. Mais comme on est bien soutenu par la mairie de Prégnac pour l'instant, on se concentre sur cette commune-là, se faire connaître déjà, et après, plus tard, de pouvoir voir, de se développer un peu sur Villandreau, Saint-Symphorien, et on pensait à l'Aréole aussi, parce que du coup, on avait un partenariat avec la directrice de la RPA de l'Aréole. D'accord. C'est-à-dire que partir d'abord de Prégnac, voir comment ça fonctionne. Exactement. Quels sont les partenaires avec lesquels vous pouvez travailler. Comment ça se passe aussi entre les aidants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Alors nous, pour le moment, on a fait des démarches près de les structures à domicile. Oui. Pour qu'ils nous servent de prescripteurs un peu près de nos bénéficiaires. Et près de... Donc, du coup, auprès des ADMR, par exemple? L'ADMR et Aide Avenir. Et puis le SUGIMAD. Et le SUGIMAD. Oui. D'accord. Donc, voilà. Donc là, on attend justement cette rencontre. Avec ces 3 personnes, on a déjà rencontré justement Aide Avenir. Et donc là, on va rencontrer les 3 personnes, enfin les 3 responsables en même temps pour qu'on puisse justement développer ce partenariat et recevoir un peu plus de bénéficiaires actuellement. Donc là, c'est vraiment tout jeune, on vient tout juste de commencer. Oui. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On a fait quelques événements, on se fait connaître de petit à petit. Si les gens veulent venir vous rejoindre, est-ce que là, en février, il y a une date ou au mois de mars? Oui, alors là, le 19 février, il y a un atelier qui sera fait
donc de 14h à 17h à la salle Poupeau à Prégnac, qui est juste à côté de la crèche. D'accord. Qu'est-ce que vous allez proposer ce 19 février? De la cuisine? Non. Des arts plastiques? Non, parce qu'on a fait des crêpes ce lundi. On a fait des crêpes avec une bénéficiaire qui était avec nous de 14h à 17h. D'accord. Donc, on a fait des crêpes, on les a dégustées ensemble et elle était très contente de ce moment. Oui, le 19 février, c'est les merveilles. Ah oui. Ouais. Alors là, vous parlez au cœur. Donc après, on aura le 4 mars aussi et le 18 mars. D'accord. Où on aura aussi d'autres ateliers. Bon, mais très bien. Ouais. Dans le podcast, du coup, je mettrai toutes les informations pour que les gens, s'ils ont envie de vous rejoindre, puissent vous contacter. Oui, avec plaisir. Oui, parce que ce sera sur réservation, effectivement, pour qu'on puisse avoir assez de place pour tout le monde. Parce que pour l'instant, on n'est que toutes les deux. Oui. Et on fait vraiment ça un lundi sur deux, parce que nous, on continue, nous, à travailler de nuit. Oui. C'est bien, vous dormez quand, alors quelques heures, quand on peut. Mais ça va. Bon, mais merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Et puis, pareil, vous n'avez pas de flyers, là? Vous n'avez pas pu amener des petits flyers qu'on puisse déposer? Si, on va t'en Oui, vous pouvez les mettre sur les tables. Comme ça, du coup, on pourra... Eh bien, voilà notre première pause un peu plus longue. Comme ça, on prend le temps de boire, de manger, de se poser. Et il y aura la deuxième partie du plateau. Le temps passe hyper vite. Il sera moins long, mais il sera aussi tout aussi intéressant. On parlera surtout de la relation avec son proche et avec ses proches. À tout à l'heure. Est-ce que tout le monde est prête? Il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui. On avait un monsieur qui est parti, on en avait deux. Merci, messieurs. C'est vrai que dans le monde des aidants, il y a beaucoup de femmes quand même. Oui, statistiquement. Ouais. Et oui, mais parce que justement, les personnes malades concernées... Alors, on va démarrer la deuxième partie de l'émission. On est donc dans cette deuxième partie. Il y aura donc cette petite partie, une petite pause musicale et la dernière partie. Je tenais à vous signaler aussi un site qui s'appelle Ma Boussole Aidant, qui est un site que je trouve qui est très intéressant, où il y a un annuaire des services géolocalisés, un agenda d'événements, des articles, des témoignages. Voilà, je trouve que c'est un site important à connaître. Deuxième partie, et je dirais qu'on est au cœur de la tempête, qui souvent surgit quand on devient aidant. C'est toute une organisation familiale, sociale, professionnelle qui est chamboulée, mais aussi une relation à soi, à celui dont on s'occupe, qui se trouve aussi perturbé. Ça peut venir très rapidement, et puis ça peut s'installer lentement. Alors, comment faire, comment vivre cette nouvelle étape? Alors, autour de la table, pour évoquer ce sujet, Pauline Labadie, toujours là. Oui. Et Christiane Adou. Christiane Adou, vous avez été aidante. Mm-hmm. Et nous pourrons parler ensemble aussi de la relation que vous avez avec votre époux. Mais avant de commencer, je voulais vous faire écouter le témoignage de Guy Destenave. On a lancé un appel à témoignages. Et Guy habite la région parisienne. Il m'a contacté, il m'a dit voilà, je pense que ça peut intéresser votre émission en radio. Il a écrit une lettre à une personne qui s'occupe de son épouse qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et je dirais que la personne qui vient chez lui, c'est une tisseuse de liens parce qu'elle s'occupe à la fois de son épouse et puis elle y a redonné goût à la vie, je dirais, à ce monsieur. Je vous laisse écouter son témoignage. Moi, je le trouve en tout cas très émouvant. Septembre 2020, le diagnostic final est posé, Alzheimer. Mon épouse est atteinte de cette terrible pathologie. Des séances d'orthophonie et un traitement médicamenteux sont prescrits pour espérer limiter la progression de la maladie. Automne 2021. La pharmacopée n'est pas efficace, l'orthophonie insuffisante, la maladie s'accélère, les handicaps s'alourdissent. Nos vies basculent. Celle de mon épouse, dont l'état ne peut que s'aggraver et la précipiter dans son monde. La mienne,
Je dois lui en faire don pour assurer en permanence sa santé, sa sécurité, son bien-être, son confort. Progressivement, tout autour de nous s'écroule. Notre vie familiale s'étiole, les liens sociaux et familiaux se distendent, la maison se meurt. Sortir ou partir devient trop compliqué. Inexorablement, nous nous isolons. Pauline, je viens vers vous. On sent bien dans le témoignage de Guy qu'il y a quelque chose qui se délite avec l'avancement de la maladie de son épouse. Est-ce que l'isolement et la relation aux autres est une conséquence inévitable dans l'aidance et pourquoi c'est souvent la première difficulté ? Alors c'est quelque chose que l'on voit qui se met en place, mais qui n'est pas forcément là d'emblée, dès le départ, dès les premiers troubles. Moi, je voulais revenir sur la notion d'aidant déjà. En fait, ce qui change dans la relation, c'est cette notion d'aidance qui va apparaître. C'est-à-dire c'est l'aidant qui va devoir s'adapter à son proche et non pas à l'inverse. S'adapter en permanence, devoir se réajuster à chaque nouvel événement qui va apparaître pour gérer les réactions, les pertes progressives, c'est ce que décrit bien ce monsieur dans son témoignage. Mais il y a dans cette relation, c'est pas que le lien duel d'une personne face à une autre, c'est surtout, comme vous disiez, la modification des rôles dans la famille. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, elle va affecter tout l'environnement familial au sens large. Le retentissement, il va vraiment se faire sur la famille dans toute son intégralité. Voilà, souvent, on va oublier, on va se concentrer que sur l'aidant dit principal. Mais c'est toute la famille, en fait, qui va être déséquilibrée, perturbée. L'aidant, en fait, il va y avoir une désignation de l'aidant. C'est-à-dire, soit, effectivement, souvent, c'est la famille elle-même qui va désigner une des personnes, un des membres de la famille. La plus proche, la plus disponible, en général. Souvent, c'est ça. C'est la fille qui n'est pas partie, qui habite à proximité. Je dis la fille parce que faut savoir que dans les statistiques, c'est souvent l'enfant et notamment les filles aînées qui sont principalement les aidants de leurs proches parents. Ou alors la personne parfois va s'auto-désigner elle-même en tant qu'aidant principal pour justement protéger, j'allais dire, le reste de la famille. Donc c'est pas une position si anodine que ça. Et donc les places au sein de cette famille vont se réajuster. Par exemple, un père, vous voyez, qui prenait toutes les décisions familiales au sein de la famille, si ce père devient malade, voilà, comment va se réorganiser la famille et qui va prendre les décisions. Voilà, ça c'est souvent des réflexions qui se mettent en place. Et la difficulté aussi, Pauline, c'est que du coup, cette personne, il y a quelquefois des difficultés à la percevoir différemment puisqu'elle a toujours eu ce rôle et que petit à petit, elle n'a plus les mêmes aptitudes, les mêmes compétences. Et souvent, moi, j'ai remarqué que les enfants ont du mal à voir leurs parents qui ont des difficultés cognitives et qui perdent la place un peu du parent. Et ce qui va être compliqué pour eux dans la continuité de ce que vous dites, c'est de devoir prendre des décisions à la place de leurs propres parents. C'est ce qu'on appelle la parentification dans les aidants. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour un enfant, justement, de prendre des décisions à la place de son parent qui en a toujours pris pour lui. Donc il y a une inversion des rôles qui est très difficile à vivre. Voire, parfois, il y a aussi ce qu'on appelle une interdépendance qui va se mettre en place. C'est-à-dire que l'aidant, la personne malade va avoir besoin dans le quotidien de son proche. Et à l'inverse, par la répétition, en fait, on se rend compte que certains aidants s'accrochent aussi à ce rôle et à cette position d'aidant et vont aussi avoir ce besoin de l'autre et ne vont exister plus qu'au travers de ce rôle-là quasi exclusif. Et c'est ce qui est dangereux, justement, et c'est ce qu'il faut éviter, qui est cet enfermement, si je puis dire, et cette exclusivité au rôle d'aidant. Absolument. On parlait aussi de désocialisation. Oui. Les raisons, en fait, elles sont multiples. C'est surtout que le temps nécessaire à la vie relationnelle n'est plus disponible. Effectivement, on n'a plus le temps de recevoir, par exemple, les amis comme on le faisait autrefois. Les réactions également des proches en société, les changements d'attitude liés à la maladie du comportement vont entraver aussi les relations qu'ils peuvent avoir avec les autres personnes, les relations extérieures. Par exemple, du coup, la personne ne va plus pouvoir aller manger au restaurant avec son mari parce qu'elle ne va plus, par exemple, savoir utiliser des couverts. Voilà, donc ça, c'est un des éléments qui va isoler. Certaines personnes également, des
des amis, des membres de la famille, peuvent s'éloigner, prendre la distance devant le sentiment de peur que la maladie peut représenter. C'est comme s'il y avait une peur, la contagion, vous voyez, c'est-à-dire le fait de se fréquenter. On ne sait jamais si jamais moi aussi j'allais attraper cette maladie. Oui, voilà, et puis, alors excusez-moi hein, de vous couper, ouais. Pauline. Et du coup, moi, les retours que j'ai entendus, c'est aussi de dire, mais qu'est-ce que je peux lui dire, comment je fais, je ne sais pas quoi faire. C'est ça. La peur de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas, d'avoir un comportement qui serait pas approprié. Voilà. Et du coup, effectivement, les gens, plutôt que de mal faire, ne font pas et s'éloignent du coup. Et ça, c'est un retour des aidants qui revient très fréquemment, souvent. effectivement. Alors que souvent, justement, pour pallier à ça, il suffit que les aidants parlent d'eux-mêmes, en fait, de leurs propres difficultés et disent aussi qu'il n'y a pas de méthode préétablie, en fait, et qu'il suffit juste qu'ils continuent à être eux-mêmes et qu'ils ont le droit de faire des erreurs et de dire des choses peut-être qui... Et il faut faire confiance aussi à la personne aidée, c'est-à-dire elle-même, elle va réagir en fait, et que si ça ne convient pas à ce que la personne va dire, voilà, ils vont réagir, et dans ce cas, on sait que c'était peut-être pas approprié. Et c'est ça qui permet de s'ajuster et justement d'être confronté à la réalité de la maladie aussi. Et dans la désocialisation aussi, c'est voilà, le fait aussi que les préoccupations de l'aidant petit à petit vont s'éloigner en fait progressivement de celles de son entourage amical et familial, c'est-à-dire ils ne sont plus les mêmes avec la maladie de leurs proches, donc leurs centres d'intérêt, leurs préoccupations ne sont plus les mêmes. Donc par exemple quelqu'un qui participait avant au club de pêche, tellement il est pris par l'occupation, l'accompagnement de son épouse, évidemment il n'a plus le temps d'aller à la pêche et il n'a plus d'intérêt pour la pêche. Alors du coup rencontrer les copains de pêche, c'est plus possible parce que je ne vais pas leur parler de quelque chose que je ne fais plus, et du coup la personne va complètement se mettre à l'écart des amitiés qu'il va avoir au club de pêche et perdre ce contact-là. Oui, les points communs s'effilochent en fait. C'est ça. Donc tout ça, voilà, mis bout à bout, fait que ça participe à l'isolement des aidants. Alors à côté de vous, il y a Christiane. Christiane, moi je suis très heureuse aussi que vous soyez là aujourd'hui parce que vous avez accompagné votre mari. Est-ce que vous pouvez nous dire, Christiane, sur quoi s'est basée votre relation avec votre époux? Vous pouvez nous dire, si vous le souhaitez aussi, de quelle maladie il souffrait? Il avait la maladie à corps de Lévy. Et donc, alors effectivement, j'ai souffert, et il a souffert de l'isolement dont vous avez parlé, de la peur, en plus pour nos amis de notre génération. Donc, la peur de devenir ce qu'il était. Absolument. Alors, dans un premier temps, moi j'ai choisi de le voir comme ce qu'il était avant. Alors, en diminuant bien sûr les sorties, les occasions de manifester ses compétences, mais de les faire durer au maximum. Donc, de le stimuler et de respecter en fait sa dignité. Absolument, oui. Et pour ça, il fallait qu'il garde une autonomie le plus longtemps possible. Donc, d'abord, j'ai repris les sorties que nous faisions ensemble. Oui. Alors, cinéma, théâtre, restaurant. Jusqu'à très tard, oui. On est allé au concert juste 4 mois avant sa mort. Et à la pizzeria après. Super. Bon, alors et chaque fois, je lui ai proposé, en lui demandant si ça lui faisait envie d'abord, si c'était pas trop fatigant. Et en sortant, on faisait le bilan. Et j'ai arrêté quand je lui ai dit, là, tu étais trop fatigué. Il m'a dit oui. Bon, et puis j'ai terminé. Il est allé à la salle de sport aussi, peut-être 1 mois avant son départ en EHPAD. Alors, c'était une sorte de contrat moral avec la salle de sport dans laquelle il venait faire sa musculation et où j'assistais à des cours. Donc, ils l'ont pris en charge pour que je puisse faire des cours. Et quand il ne pouvait plus, alors progressivement, j'ai adapté. Il n'allait plus se déshabiller, je l'habillais, je le chaussais. Enfin, j'ai dû m'adapter à ce qu'il ne pouvait plus faire.
Et lui, quand il n'a plus pu même aller aux appareils, même physiquement, faire quelque exercice que ce soit, ben, il venait me voir accompagné par un des coachs dans la salle. Il me faisait bonjour et puis il repartait, il m'attendait. Et il était content, d'abord parce qu'il n'était plus seul avec moi, même s'il était bien avec moi, mais sortir, ça lui donnait l'impression qu'il menait notre vie de couple, notre vie d'avant. Absolument. Et justement, c'est pour ça aussi que le cinéma, le théâtre et la musique ont été des moyens de le raccrocher à la vie. Oui, la vie culturelle continuait en définitive, voilà. malgré... Alors, bien sûr, il avait arrêté le bridge, par exemple. Enfin, il y avait des choses qui étaient devenues impossibles. Mais il a eu plaisir, finalement. Et finalement, moi aussi, j'ai eu plaisir, parce qu'on a pu partager jusqu'au bout. Oui. Alors, en aménageant chaque fois... Bon, la musique, avant on avait pris des cours d'histoire de la musique. Ensuite, j'ai pris des cours avec lui, avec l'ordinateur. Alors, on faisait les exercices à tous les deux. Puis, il y avait le concert, bien sûr. Et à l'EHPAD, on lui apportait les CD qu'il aimait. Et là encore, il retrouvait des souvenirs. À chaque étape, en définitive, vous vous adaptiez à ce qu'il pouvait encore faire. À ce qu'il pouvait faire sans difficulté. Voilà. Oui. Sans le mettre en échec. Lui faire bien sûr. plaisir. Oui. L'orthophoniste a fait la même chose. Donc, elle lui avait donné des jeux interactifs. Je les faisais avec lui. Puis, je lui ai dit, non, là, maintenant, il n'y arrive plus. Et on a arrêté. Donc, on a arrêté, mais très progressivement. Et je pense que pour lui, ça a été un moyen d'accepter aussi sa maladie. Oui, le fait de pouvoir quand même continuer à partager des choses avec vous. Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose aussi qui me paraît fondamental et que vous m'avez témoigné, Christiane, c'est que à chaque fois que vous lui proposiez quelque chose, même s'il n'était pas toujours en capacité de répondre ou en tout cas visiblement de pouvoir le constater, vous lui demandiez son consentement. Oui. Justement, vous avez parlé de la prise de décision. Bien sûr, j'ai eu à prendre toutes les décisions, mais jamais je ne lui ai dit « je vais faire ça ». Surtout qu'il était assez autoritaire, donc je lui proposais. Et après, je lui disais « tu es d'accord ?» Et il me disait finalement « oui, tu gères bien, je te fais confiance ». Donc, ça n'a pas été une trop grosse souffrance pour lui que de perdre la possibilité de décider. Il y a vu plutôt un confort. Ça l'a rassuré, puisque je le faisais. Et pour les gens, on a vu seulement les gens qui n'étaient pas effrayés par sa présence, souvent parce qu'ils avaient eu des parents atteints, soit d'Alzheimer, soit d'une maladie neurodégénérative qui les avait confrontés à la maladie. Et en plus, je me suis rendu compte aussi que le faire sortir faisait plaisir à des inconnus parce qu'il l'aidait. Et j'ai trouvé qu'on pouvait faire confiance, et ça m'a agréablement surprise, parce que spontanément, des gens me proposaient de l'aide. Soit pour l'aider à marcher, soit par exemple au théâtre, sans que j'ai à présenter la moindre carte d'invalidité, en le voyant arriver avec une démarche un peu difficile, on me disait on le fait rentrer tout de suite. Oui. Et donc, il ne percevait pas qu'il était un paria, quoi, en quelque sorte, qu'il était un homme fini. Donc on peut dire, Pauline, qu'effectivement, quand la relation avec son proche continue de manière adaptée, mais en définitive, l'échange est toujours là, ou en tout cas le partage, il y a cette possibilité, de manière différente, mais d'être avec. Tout à fait. Merci pour votre témoignage. Je trouve que vous illustrez vraiment bien le but en fait de l'accompagnement, c'est-à-dire de garder un lien de qualité avec son proche le plus longtemps possible. Et je trouve que dans ce que vous décrivez, on perçoit vraiment ça. Et la notion aussi de faire avec plutôt que de faire à leur place, parce que c'est une tendance effectivement que certains aidants peuvent avoir et qui se travaille justement. Voilà, la notion d'arriver à faire avec, et quand vous dites effectivement, je lui posais la question, voilà, ça venait de lui, il était impliqué, voilà, et ça c'est important
et merci de cette illustration, je trouve, et que justement ce que vous décrivez, alors il y a des difficultés évidemment qui apparaissent dans la relation à différents niveaux dont vous nous avez parlé. Notamment, par exemple, moi je pense, une des premières difficultés, souvent, c'est de ne plus se comprendre. Voilà, quand il y a les troubles du langage, les troubles de la compréhension qui se mettent en place, qu'on appelle le manque du mot, quand la personne, elle cherche ses mots, ses phrases, ça, c'est souvent une première difficulté. Et comme vous dites, effectivement, là aussi, de pouvoir y pallier effectivement en trouvant une juste place, en ne cherchant pas à tout prix à terminer les phrases de la personne, mais effectivement de pouvoir lui dire est-ce que c'est ça que tu veux me dire, oui. Tu es en train de me parler de ça, c'est bien ça, voyez, et de effectivement pouvoir s'ajuster en fonction des difficultés. Après souvent vous nous parliez aussi du fait de ce dont les aidants parlent, c'est du fait de ne plus arriver à partager les mêmes activités. Vous, à l'inverse, on sent que vous avez fait l'effort dans ce sens-là de poursuivre justement, et comme vous dites, alors parfois, certaines activités ne sont plus possibles, mais en fait, il faut les réajuster surtout. C'est-à-dire que peut-être effectivement faire qu'elles durent moins longtemps ou simplifier effectivement l'activité qu'on avait l'habitude de faire ensemble pour qu'elle soit toujours possible, en fait, sans forcément à tout prix la sortir du planning de la semaine, en fait. Et que ça reste un plaisir. Tout à fait, oui. C'est ça. Oui, des marches, par exemple, nous avons fait des marches plus brèves, y compris dans l'EHPAD, il était volontaire pour le faire. Alors, on s'asseyait de plus en plus tôt. Et pour tout ce qui était toilette, c'est lui qui a demandé. Je savais qu'il y a des moments qu'il ne pouvait pas la faire tout seul. Mais je lui disais, aujourd'hui, c'est toi ou c'est moi qui fait la toilette. Alors, quand il ne pouvait plus, il m'a dit, oh, c'est toi. Oui, voilà. Et puis il y avait une réelle confiance dans votre relation, en tout cas Christiane, qui lui permettait vraiment de se reposer complètement sur vous dans les actes les plus intimes aussi. Oui, c'est ça. Bon, quelquefois, je me suis impatientée, je ne vais pas dire que c'était toujours lisse. Oui, mais bon, à mon avis, c'est pas toujours facile de garder son calme. La perte d'autonomie physique, c'est aussi un des contextes les plus difficiles à gérer au quotidien. Voilà, effectivement, quand votre proche devient incontinent, quand il faut gérer effectivement cette nouveauté, en fait, voilà, on n'est pas à sa place d'aidant. Voilà, par exemple, dans une relation de couple, quelqu'un qui va accompagner ou devoir faire la toilette de son proche, on n'est pas dans sa place d'époux ou d'épouse quand on est dans ce contexte-là. Alors certes, d'intimité, mais qui est pas dans la continuité de l'intimité du couple qui était partagée auparavant. Et c'est là où effectivement il y a la nécessité de passer le relais justement à des professionnels quand justement ça devient problématique. Et vous parliez tout à l'heure de l'aide spontanée aussi que vous proposez certaines personnes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Nous, c'est ce qu'on appelle les ressources en fait insoupçonnées qu'on a autour de soi. Et c'est vrai que c'est important en tant qu'aidant de se poser cette question. Quelles sont les ressources que j'ai autour de moi? Et les ressources, c'est pas forcément que les personnes de la famille. Parce que souvent, on a tendance, les gens disent, même mes enfants, ils sont pas là, ils habitent loin, je peux pas compter sur eux. Oui, mais il y a d'autres personnes. Et effectivement, parfois, voilà, comme vous dites, les gens tout venant dans la rue, des voisins, voilà, qui parfois sont prêts à s'impliquer alors qu'on n'imagine pas forcément, et le fait juste d'en parler ou de réfléchir à qui j'ai autour de moi, en dehors, voilà, par exemple, il y a les professionnels qui peuvent intervenir également à domicile, voilà, peuvent être aussi, voilà, le boulanger chez qui, voilà, votre proche va chercher le pain tout le matin, mais voilà, qui est au courant effectivement de la maladie et qui va aider au calcul de la monnaie, enfin, voilà, ça c'est une ressource, c'est-à-dire on va pouvoir s'appuyer sur les personnes présentes autour, voilà, et il faut avoir conscience que ça fait partie d'une ressource. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit à l'aise avec la maladie et avec ce qu'on vit tous les jours. Oui. Et ça, c'est pas si simple que ça. Oui, effectivement. Ça demande un cheminement personnel, effectivement. Oui, et un travail d'acceptation dont parlait Pierrette également tout à l'heure. Oui. Oui. Je vous fais écouter un petit interview de Claude qui est aussi dans l'exposition photo. Et puis, ça nous permettra de partir sur une autre... Pour elle, c'est la vérité. Elle le voit comme ça. Elle est dans son monde, donc elle voit comme ça. Mais la réalité est vraiment différente de ce que la personne pense. Donc c'est vrai qu'au début, on est à s'opposer à elle parce qu'on lui dit mais non, tu dis des bêtises, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et alors que justement, après, quand on nous a un peu expliqué comment ça se passe, c'est vrai qu'on nous dit non, il vaut mieux aller dans son sens pour désamorcer et puis éventuellement que ça se passe un peu mieux. Et puis voilà.
Alors justement, Claude, il évoque la communication qui ne se fait plus et les repères qui sont complètement différents. Et ça, c'est aussi une question qui revient beaucoup chez les aidants. Comment on fait pour rester en contact, pour continuer à communiquer, par exemple, quand il y a des hallucinations? Voilà, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour soi, pour assurer aussi la personne qu'on accompagne? Dans l'exemple qui était donné, je pense effectivement ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, ce qui est décrit par la personne, c'est sa réalité. C'est-à-dire elle croit à ce qu'elle voit, à ce qu'elle entend, et aux éléments qu'elle a dans ses idées, en fait. Donc, c'est sa réalité. On ne peut pas aller à l'encontre, en tout cas, et chercher à contredire. Voilà, ça, je pense que c'est important à retenir comme message. C'est-à-dire, effectivement, ça ne servira à rien si ce n'est à générer de l'agressivité ou de l'agitation ou du mécontentement. Voilà, c'est-à-dire d'essayer de comprendre de quoi la personne est en train de nous parler. C'est souvent effectivement des éléments du passé qui sont remis au présent ou réactivés en tout cas. Donc ça correspond à une réalité, mais à une réalité passée souvent. Donc c'est important de leur renvoyer, alors non pas la réalité concrète, par exemple, c'est-à-dire s'ils évoquent par exemple des personnes décédées, ça ne sert à rien de chercher à les réorienter dans notre réalité qui n'est pas la leur. On peut, il y a plusieurs techniques, c'est-à-dire on peut différer aussi parfois, c'est-à-dire ils peuvent avoir des demandes. Je pense à une dame par exemple qui est à la maison de retraite et qui veut aller chercher à 4h30 tous les jours ses enfants à l'école. Évidemment, ses enfants sont grands aujourd'hui et ont leurs propres enfants. Cette dame, ça ne sert à rien que je lui dise qu'elle a 86 ans, que ses enfants travaillent. Ça va l'angoisser plus qu'autre chose. Effectivement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de parler de la thématique dont ils sont en train d'évoquer en fait, c'est-à-dire par exemple concrètement par rapport à cette dame, alors je vais lui renvoyer que autrefois c'est vous qui alliez chercher vos enfants à l'école, et donc là la dame en général elle va me raconter en fait son histoire et me dire oui tous les jours c'est moi, mon mari il n'était pas là, il était militaire, c'est moi qui m'en occupais, et au bout d'un moment quand on va rester sur le sujet, sur la thématique en fait, la demande initiale de je veux partir aller chercher mes enfants, elle va s'estomper et la personne elle va s'apaiser et ça va faire que la demande, la répétition va être beaucoup moins importante. Donc en tout cas, il faut porter intérêt à la thématique dont il parle. Ça, c'est important. Dans la communication également, il n'y a pas que la communication verbale. Parce que dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, il peut arriver qu'effectivement, la personne elle ait un langage restreint, voire parfois à des stades avancés, plus de communication verbale. Dans notre société, on a tendance à exclusivement se concentrer sur cette communication verbale. Or, il n'y a pas du tout que celle-là. Communiquer, ce n'est pas que se parler. Et en fait, ce qu'il faut, dans la relation avec son proche, ce qu'il faut arriver à développer, c'est d'autres formes de communication. Et entre autres de communication non verbale également. Alors, on est plus ou moins à l'aise, j'allais dire, dans cette façon de communiquer. En fait, souvent, on dit c'est la personne qui va plus savoir communiquer. En fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, c'est nous qui ne savons plus comment communiquer avec elle. Mais elle communique toujours, que ce soit, même s'il n'y a plus de mots, il va y avoir un regard, il va y avoir des mimiques au niveau du visage, la posture physique. Il va y avoir plein d'autres façons d'exprimer. La réaction émotionnelle. Tout à fait. Mais il va falloir être sensible, en fait, à tous ces autres signes. Mais c'est pas inné, effectivement. Et donc ça, c'est là aussi dans l'expérience des aidants où on apprend à être sensible à tous ces éléments-là, à la tonalité de la voix. Et là aussi, à renvoyer, en fait, ce qu'on comprend de leur communication. Et comme vous disiez, l'important c'est surtout de rester en relation et de maintenir cet échange, tenir la main de quelqu'un, la regarder dans les yeux. Alors même si eux ils peuvent plus parler, nous on peut continuer à leur parler, c'est aussi important. Il ne faut pas que ce soit dans un miroir. Caresser le bras de quelqu'un, parler à voix basse. L'important c'est d'être là ensemble, et ce qui va être partagé dans l'ici et maintenant. L'avant, l'après, ça n'a plus aucun sens pour eux, en lien avec leurs troubles de l'orientation temporelle. Mais par contre, ce qui est important d'avoir en tête, c'est la mémoire émotionnelle, elle est préservée avec ce type de pathologie. Et c'est l'émotion en fait partagée ensemble qui va perdurer et non pas ce qu'on va se dire, qui lui sera oublié. Donc ça veut bien dire qu'il faut, c'est comme si en définitive on mettait un focus au-delà de la parole. Tout à fait. Oui, c'est ça. D'accord. Mais justement, je pense que juste dans la dernière partie de l'émission, Isabelle, elle va nous en parler tout à l'heure parce qu'elle intervient aussi à l'espace et il me semble bien que c'est de ça dont il s'agit. Pauline, vous aviez d'autres choses à rajouter dans la relation avec ses proches, avec...
Peut-être que quand on devient aidant, juste pour conclure, et Christiane, vous pourrez peut-être valider ça, ou pas d'ailleurs, quand on devient aidant, on devient aussi quelqu'un d'autre? Oui. Ce que me disent les aidants, c'est que dans nouveau rôle d'aidant, ils se sont découverts en fait et qu'ils ont développé plein de capacités qu'ils pensaient ne pas avoir. Notamment, j'entends souvent parler de patience, voilà, et également d'autres compétences. Je pense à certains messieurs qui, par exemple, n'avaient pas l'habitude de gérer la maison et qui, du coup, par défaillance de leur épouse, ont pris ce relais et sont plutôt fiers aujourd'hui de pouvoir gérer un quotidien, gérer une maison. Voilà, donc la relation aussi apporte aussi beaucoup et fait développer des compétences, enfin, on met en avant plutôt des compétences et des capacités que chacun a, voilà, mais qui sont mis en avant. Qui sont dévoilées, en définitive. Au travers de cette expérience-là. Merci Pauline. Christiane? Oui, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti, moi. Il y a eu un enrichissement, finalement. Alors, bon, pour moi, c'était l'informatique, qui n'était pas mon domaine, qui ne l'est toujours pas, mais j'ai appris à me débrouiller. Et puis aussi à voir que justement la communication, elle était différente, mais qu'elle existait toujours. Et que le protéger devenait aussi protecteur. Mon mari, quand il sentait que j'étais anxieuse, il me prenait la main, il mettait sa main sur moi, il me disait « Viens ». Il ne savait pas pourquoi, mais il avait senti, et donc ça m'a appris à faire attention à autre chose finalement, donc à être aussi plus indulgente, je crois. Une présence à l'autre différente, oui, en tout cas. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Merci à toutes les deux. Merci. On va faire une toute petite pause pour changement plateau pour vraiment la dernière partie. Encore merci à toutes les deux. Et puis à de suite. Comme d'habitude, petite pause musicale. C'est laquelle? Donc on redémarre tranquillement pour cette dernière partie. Isabelle, Anne, ça va? Ça va, oui. Ouais. Anne, tu peux peut-être monter un peu ton micro, comme du coup, tu n'as pas fait la balance. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça va? Vous entendez bien Anne? Très bien. Donc du coup, Isabelle Lasserre, l'atelier La Renverse. Je te laisse... Bon, là c'est compliqué, c'est la fin de l'émission. On se lâche un peu. Isabelle, je te laisse te présenter. Donc Isabelle Lasserre, à l'origine, je suis une danseuse, là on va dire ça. Une danseuse de terrain, une artiste de toujours, un dinosaure de la culture, etc. Et mon sujet, c'est vraiment de partager, de transmettre quelque chose du vivant jusqu'au bout. Donc depuis tout à l'heure, je suis quand même au bout d'un moment très émue parce que j'entends de très belles choses. Je suis très touchée et d'être à Pau-d'Ensac parce que j'ai rencontré Madame Fortinon. Ma dernière expérience était autour d'un projet qui s'est appelé Les Hirondelles, qui nous réunissent. Oui. La question du tu, d'ailleurs, je la mets en avant parce que je travaille beaucoup depuis une dizaine d'années auprès des personnes âgées, des personnes isolées, âgées, très âgées, quasi immobilisées. Donc c'est passionnant. C'est un beau défi pour une danseuse d'être vraiment en lien. Avec l'immobilité. Voilà. Parce que dans l'immobilité, il y a un frémissement, il y a une âme, il y a un regard, il y a de la lumière, il y a des choses qui sont très, très touchantes. Et je crois que le grand mot qui se disait tout à l'heure, là, Pauline, je crois, le disait, et puis Christiane, et puis Pierrette, et puis c'est cette émotion de pouvoir continuer à être touchée, même si des choses parfois sont délicates. Et donc la dernière aventure que j'ai eu la chance de développer, c'est à l'espace de Pau-d'Ensac. J'entends bien que Pau-d'Ensac développe beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment fort, un très beau parti pris. Et en fait, avec la Covid, je suis arrivée bloquée, ne pouvant pas intervenir dans des lieux. Donc j'ai inventé un personnage qui est venu à moi, que je n'avais jamais imaginé pouvoir générer, Supernova. Et j'ai eu la chance de pouvoir intervenir pendant une résidence d'immersion à l'espace, avec un accueil formidable. Et Supernova, c'est une déambulation poétique
qui va glaner comme ça les personnes aussi bien isolées dans leur chambre, parce qu'il y en a qui n'osent pas sortir de leur chambre, dans les services où ils sont les UHR ou quoi, enfin plein de choses. Pour moi, les personnes, c'est vraiment la rencontre, quoi. Je rencontre des personnes, puisque je suis une artiste du mouvement, la parole c'était moins immédiat à l'origine de ma vie, donc des fois je suis très proche. Ce qui me touche, c'est l'instant présent, et je suis très proche du sensible, du regard, du souffle. Comment je vais apprivoiser pour me rapprocher, pour permettre à cette personne de retrouver son espace intérieur et son expression. Et donc, Supernova s'est promené pendant 2 jours dans l'espace, et ensuite, dans tous ces espaces d'ailleurs, et ensuite, j'ai fait une proposition, parce que c'est ça qui est le cœur de ma vie, c'est de créer des collectifs où les gens reviennent, quoi. Ils trouvent une place, se sentent invités à être comme ils sont, avec des possibilités de retoucher, de doser, de tracer, de laisser des mots, d'être à côté de quelqu'un comme ça, tout ça. Ah, c'est quoi? Et qu'est-ce que c'est? Et c'est qui cette dame-là? De s'éveiller en définitive à quelque chose qui peut leur pas être complètement inconnu au départ, à se laisser surprendre. C'est ça. Et en fait, c'est souvent des choses qui sont endormies, ou qui ont existé avant, mais qui se sont un petit peu éteintes. Et en fait, c'est toujours au seuil, à fleur de peau, cette chose-là. Et comment, petit à petit, ils vont y aller, quoi. Ils y vont. Et il va y avoir un dernier lien, là, que je vous enverrai, j'espère à tous, si je peux, sur cette expérience-là, où on voit comment des personnes, tout d'un coup, existent pour elles-mêmes, sans plus se juger elles-mêmes, et les unes avec les autres, inventent, pratiquent, créent beaucoup de joie. Ce qui est important, je crois, c'est garder ce contact avec la beauté immédiate de vivre, quoi. Enfin, je crois que quand on vit, on tient à la vie, c'est quelque chose c'est une innocence et une force tellement grande. Et tout d'un coup, on les voit aussi être là, pleinement. Et voilà, que dire de plus? Isabelle, est-ce que tu crois que même si on n'est pas artiste, en fait, si on est juste un proche à côté d'une personne... Oui, bien sûr. Alors, ce qui est bien, le lien que tu fais là, c'est qu'en fait, la proposition, c'est justement de le faire ensemble. C'est-à-dire, il y a les patients, les résidents, mais il y a aussi les professionnels, mais il y a aussi les bénévoles, et il y a aussi les aidants. Enfin, c'est comment on plonge ensemble là-dedans, parce qu'on a tous cette capacité-là. Moi, je suis là juste pour soutenir, mettre du ferment, proposer une ligne, mais à partir de cette ligne, chacun s'empare. C'est comment on retrouve de la passion et du courage de prendre le risque de faire des choses nouvelles, qui fait que la personne, elle résonne, parce que notre sujet, c'est ça, c'est qu'on l'accueille. Hein, c'est cet accueil inconditionnel et où on la voit pétiller jusqu'au bout, quoi. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de développer, c'est petit à petit me rapprocher encore plus parce que j'ai beaucoup travaillé sur le terrain avec les personnes. Maintenant, j'ai avec envie des personnes isolées aussi, hein? Oui, avec des personnes isolées. J'ai eu la chance de travailler beaucoup de choses avec la Convergence Garonne, qui m'a offert l'opportunité de certains publics. Hein. On s'est bien rencontrés avec Edwige, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment aussi envie de toucher les professionnels. Enfin, à partir de cette pratique, comment on va pouvoir créer des outils et des cheminements qui fait que chacun se sent plus fort et plus en confiance de s'aventurer. Comment oser, en fait, Isabelle? Oui, parce que ce qui est à apprivoiser en soi, c'est déjà tomber ses propres peurs, tomber ses propres missions, mais les tomber non pas pour les renier, pas pour faire, mais pour en prendre conscience, dédramatiser. J'étais beaucoup touchée par plein de mots ici, et sentir en soi que de toute façon, il y a une part d'étranger ou d'étrangeté ou d'handicap en nous, chacun. Donc si on commence à relativiser, à sentir en quoi on est, dans la manière dont je regarde l'autre, il y a une part de moi qui m'attire ou qui m'effraie, mais petit à petit on apprend ensemble, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est ce collectif, mais des choses bougent. Bon, merci beaucoup Isabelle pour ton témoignage, et puis ça donne envie en tout cas. J'espère bien, parce que moi ça me passionne. Ça s'entend. Anne, alors on est plutôt dans le jeu, on est plutôt dans l'intergénérationnel, mais c'est quand même quelque chose qui fait écho avec ce que dit Isabelle, parce que c'est être ensemble. Oui, et puis il y a la question de prendre plaisir à être avec l'autre, et de dépasser un peu ce qu'on imaginerait de compliqué dans le quotidien. Alors,
je vais juste me présenter, je suis Anne Fontani, je suis ludothécaire au sein de l'association Kaléidoscope de Crayon. Et alors, les ludothécaires, qu'est-ce que c'est ? En gros, on est professionnels du jeu et du jouet. On propose ce média, cette médiation, de façon à l'adapter à tout public. Donc, on est un lieu d'accueil et on va aussi hors les murs. Par exemple, j'interviens en école, en collège, et plus précisément, j'interviens parfois en EHPAD, en résidence autonomie, et au sein des cafés mémoire et à la halte relais par le biais de France Alzheimer sur l'antenne de Libourne. Donc là, il y a des aidants et des aidés qui se retrouvent autour du jeu. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, le projet, à la base, c'est pas moi qui l'ai monté, je l'ai récupéré un peu comme ça en étant embauchée, mais le projet, c'était d'amener du jeu et pas du jeu comme on l'attendrait, du jeu éducatif ou du jeu pour travailler des compétences. En tout cas, nous, ce qu'on prône en tant que ludothécaire, c'est de proposer du jeu qui réinstaure du plaisir dans la relation, parce que finalement, le jeu, c'est un prétexte à être avec l'autre. Bien sûr. Et quand on joue, la relation, elle se modifie au moins le temps du jeu, et c'est... Il y a de la surprise aussi, du coup, oui, qui se crée. Forcément. Alors ça, je pourrais parler de quelques expériences de personnes qui pouvaient être un peu réfractaires à l'idée du jeu, en tout cas en dehors du jeu qu'on pourrait imaginer. Oui, infantilisant peut-être. Oui, ou avec des attentes derrière. Ah oui, absolument. Parce que, finalement, c'est ça la posture que j'essaye en tout cas d'adopter et de présenter. C'est que quand on est dans l'attente d'un résultat par le biais du jeu, quand on travaille la mémoire, quand on travaille la logique, qu'en tout cas on amène le jeu pour ça, on prend le risque d'être frustré. Et puis finalement, c'est la question du plaisir dans ce jeu qui induit une révélation de compétences, qu'elle soit sociale, affective, motrice. Donc c'est vraiment cette idée que je veux véhiculer. Alors du coup, quand on a discuté ensemble de ton métier de ludothécaire et que tu me racontais un peu quand tu allais dans les EHPAD, tu me disais, j'amène des fois des poupées et il y a quelque chose de magique qui se passe. Et oui, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe, Anne, quand tu amènes des poupées ? Alors, il faut... en gros, j'interviens en EHPAD une fois par mois. On est sur un instant intergénérationnel, c'est-à-dire que je viens avec mon matériel, plusieurs types de jeux, j'installe un espace de jeu et des assistantes maternelles viennent avec les enfants qu'elles gardent. Donc on est avec un public d'enfants de 0 à 3 ans. Et l'idée, c'est de créer de l'interaction entre les personnes qui résident au sein de l'EHPAD avec ces enfants. Donc finalement, 0-3 ans, le jeu qui est le plus présent, c'est le jeu symbolique. Alors on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que cette idée d'amener des poupées pour des aînés, pour des personnes plus âgées. Et finalement, c'est vraiment un support que je trouve assez incroyable parce que le lien, il se crée très facilement. Je pense que ça fait une réminiscence de rappel au passé, par le biais de, quand on a une poupée dans les bras, ça rappelle quelque chose de la maternance. Et souvent, je pourrais proposer du jeu de règles, du jeu de société, mais il y a une telle spontanéité dans le jeu symbolique qu'il faut oser en fait, il faut essayer d'y aller sur ce terrain-là. Alors on propose aussi d'autres types de jeux, du jeu de construction, du jeu sensorimoteur. Là on est sur des compétences plus sensorielles, plus créatives et donc plus valorisantes. Mais en tout cas, dans cet instant intergénérationnel, c'est surtout l'interaction autour du support du jouet. Mais je te parlais des poupées, Anne, c'est parce que du coup, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps et qu'il appelle ça la doll-thérapie. Ça apaise. Et les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, ça leur permet aussi de se poser, que ça soit oui, contenant. tout à fait. Alors, il y a des études maintenant sur cette pratique. Alors, c'est une pratique thérapeutique. Je ne prétends pas du tout être thérapeute. En tout cas, j'essaye de m'en inspirer parce qu'en effet, les études démontrent que le temps du jeu, il y a un apaisement par rapport au trouble du comportement des personnes qui sont malades d'Alzheimer. Que ce soit la déambulation, l'agitation, en tout cas, ça s'apaise le temps du jeu. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais
développer cette expérience. Ouais. Et du coup, rebondissement. Anne, est-ce que tu veux faire une petite annonce? Là, on est tout à la fin de l'émission, donc du coup, waouh, on est parti. Vas-y, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. En ce moment, on a présenté un projet pour le budget participatif, l'association Kaléidoscope. En tout cas, ça me concerne au niveau de mon poste. J'aimerais développer les actions, pousser les portes des institutions, des services d'aide à domicile, d'amener du jeu et en tout cas d'amener de la réflexion autour de ce support que je trouve assez formidable dans la relation aidant-aidé. Et du coup, notre projet, ça serait pour faciliter les interventions. En gros, on a besoin d'un matériel qui est très coûteux et du coup, on espère par le biais de ce dépôt de projet que ça se développe et qu'on puisse faire profiter tout ça aux autres personnes. Il est temps de terminer l'émission, une première émission, ouf, tout s'est bien passé. Je remercie chaleureusement tous les invités. Merci d'avoir transmis, merci de donner envie et merci de vous impliquer chaque jour. Merci au public d'être resté là, certains tout du long. Merci pour votre écoute attentive. Merci bien sûr à la communauté de communes Convergence Garonne, enthousiaste à être partenaire de cette initiative qu'on a appelée les ondes positives, puisqu'il y a eu, suite à l'émission dans la soirée, un ciné-débat proposé au Cinélux de Cadillac avec le film Floride. Des merci, j'en ai encore en pagaille. Merci beaucoup aux participants du Bartage qui ont été présents sur le plateau. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci aussi à vous d'avoir été dans l'exposition sonore et photographique ce jour-là. Merci d'avoir permis de diffuser des extraits de cette exposition durant l'émission. Merci beaucoup à Edwige Castin du pôle d'accompagnement citoyen, toujours impliquée et convaincue de la cause des aidants sur le territoire. Merci bien sûr à Pauline Labadie qui a répondu présente sur tous les fronts, du micro au ciné-débat. Et puis merci à celles et ceux qui sont venus de loin et répondu à l'appel du plateau radio. Et une dernière des dernières, c'est comme les Césars, on n'en finit jamais. L'émission Les Bonnes Ondes, c'est un projet qui émane de l'association Bonjour les Hirondelles et elle n'aurait certainement pas pu se réaliser sans le soutien du Crédit Agricole Assurance et de la conférence des financeurs du département de la Gironde. Merci vraiment de leur soutien. Vous pouvez retrouver toutes les informations évoquées dans l'émission, les sites des invités, les contacts des partenaires dans le descriptif de l'épisode. Nous, on vous retrouve pour une nouvelle émission en public, Les Bonnes Ondes, sur le territoire du Sud-Gironde, très bientôt. Alors merci aux éditeurs, merci aux auditorices. Les Bonnes Ondes sont à vous et je laisse Guy conclure. C'est engageant et je vous dis à très bientôt. Le message, c'est d'éviter le danger de l'isolement. Il ne faut pas se refermer sur soi-même. Il faut rechercher des aides à travers la famille, si on en a cette possibilité, à travers des amis, et partager. Il ne faut pas masquer les problèmes que l'on vit. Il faut les partager avec des personnes en qui on a vraiment confiance et qui peuvent comprendre et qui peuvent aider aussi. Moi, j'ai des amis qui viennent de temps en temps garder Michel 2 heures, le temps que j'aille faire un tour en vélo, par exemple. Il faut pas avoir honte de la maladie.